Alright, bienvenue à l'autre monde. On cesse de même François Martineau au micro. Sur mon blog personnel qui s'appelle Les Nouvelles Internationales. Ouais, c'est aussi ton retour le chef à la nôtre. Il s'agit d'y voir et puis de se mettre en action. Il s'agit d'y voir, il y a possibilité d'un autre monde. Eh bien, bonjour, chers auditeurs, et bienvenue dans votre cyber-revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginant, je serai avec vous pour les 2 prochaines heures sur les ondes de Choc FM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Nous sommes à l'édition du 28 novembre 2011, alors la dernière émission du mois de novembre. Et puisque nous parlons d'horaire, eh bien, j'aimerais vous signaler qu'il nous reste que 2 émissions pour l'année 2011. Alors, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on va avoir une émission le 5, alors le 5 décembre, et puis la dernière de l'année 2011 va être le 12 décembre. Alors, donc après, il y aura une pause, comme à chaque année. Alors, nous allons reprendre le collier en janvier. Alors, l'émission va faire une pause d'environ 3-4 semaines. Alors, vous surveillerez au début janvier pour le retour de l'émission. Alors, voilà quoi. Donc, nous sommes là depuis 2007. Donc, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Donc, on entame notre 6e année, chers auditeurs, avec vous. 6e année quand même. Donc, 5 années complètes que nous sommes avec vous à vous livrer les nouvelles les plus importantes de l'actualité mondiale et puis des dossiers les plus chauds. Alors voilà, nous sommes tout le temps bien heureux de vous avoir comme auditeurs. Et puis d'ailleurs, je voulais vous remercier particulièrement cette semaine. J'ai reçu beaucoup de courriels par rapport à l'émission. Et puis beaucoup de bons mots réellement qui me vont droit au cœur, je dois dire. J'ai eu beaucoup d'encouragement, beaucoup d'appréciation de l'émission. Donc écoutez, merci beaucoup. Réellement, ces encouragements me motivent, me donnent beaucoup d'énergie pour poursuivre et puis ça donne un sens à tout ce que je fais. J'ai un courriel aussi des gens de la Suisse. On dit, t'as la Suisse aussi, on t'écoute aussi. Alors, bonjour à la Suisse. Très content de savoir que vous êtes là. Souvent, je nomme la France, la Belgique. Évidemment, nous sommes écoutés au Québec. Une émission qui est produite ici à Montréal, au Québec. Mais on a des amis aussi qui sont en Suisse. Alors, bonjour à vous. C'est vraiment un plaisir de savoir que l'émission est écoutée un peu partout comme ça. Donc, voilà qui nous unit, qui crée une cohésion entre personnes qui réellement veulent s'informer, savoir ce qui se passe dans leur monde. Donc écoutez, beaucoup de courriels comme ça. Il y en a un qui m'écrit aussi cette semaine qui dit que on parle de ces fameux chemtrails. Écoutez, on dit nous vous écoutons depuis un an et sommes contents d'avoir des infos objectives et vérifiées. Vous remercie de nous avoir répondu. Alors on dit que les chemtrails aussi dans ce courriel, il est difficile d'avoir avec précision les produits chimiques utilisés, mis à part les microfibres de polymère, ainsi de suite. Bon, écoutez, je ne lirai pas le courriel au complet,
Sauf qu'on nous dit que en France, des gens qui habitent dans la région de la Côte d'Azur, on dit qu'on a plusieurs de ces chemtrails qui polluent leur atmosphère et obscurcissent leur ciel. L'épandage, produits chimiques variés de fibres de polymère, iodure, d'argent et autres. Alors, on m'a demandé de faire une émission sur le sujet. Et parce qu'il est quasi apparemment impossible en Europe d'aborder ce sujet, on dit que les journalistes de radio ou de télé qui y sont frottés ont été virés. Alors, c'est Charlie de France qui signe ce courriel. Alors, Charlie, je vous ai répondu et puis je vous avais dit que j'en parlerais brièvement ici à l'émission. Écoutez, j'en ai parlé dans le passé. Pas abondamment, je dois dire, parce que ça reste un sujet que j'ai toujours trouvé un peu épineux, évidemment, pour savoir exactement ce qui se passe dans le ciel. Faudrait vraiment avoir des vérifications indépendantes. Je crois qu'il y en a qui ont été faites. Euh, les chemtrails, vous allez peut-être entendre sur d'autres radios, de d'autres animateurs ou des médias de masse que les gens qui parlent de ça, ce sont des conspirationnistes, toutes sortes de trucs du genre, des gens qui hallucinent, des complotistes, et ainsi de suite. Alors que j'ai en banque sur mon ordinateur et puis donc c'est disponible évidemment sur YouTube puisque c'est là que je les ai trouvés. Vous avez des clips de différents médias de masse aux États-Unis, donc des médias traditionnels. Je ne me rappelle plus exactement à quelle chaîne, là, c'est CNBC, CBC, CNN, peu importe, là, je ne me rappelle pas exactement. Je sais qu'il y en avait quelques-unes de différentes chaînes. À la demande, je pourrais vous fournir différents exemples si vous le désirez, vérifier ça. Mais c'est un sujet qui a bel et bien été rapporté par les médias américains, les grands médias traditionnels américains, à plusieurs reprises. Et puis donc c'est pas un sujet qui tient du complotisme ou ainsi de suite. C'est bien réel. On a un certain épandage de produits qui est fait dans nos ciels et puis ça dans une multitude de pays. Bon, on sait d'ailleurs qu'avant les Jeux olympiques en Chine, la Chine a fait ce qu'on appelle du cloud seeding. Alors, on ensemence les nuages et puis on a manipulé la température avec ça. Alors, une chose qui est certaine, c'est que ça peut avoir des applications climatiques, météorologiques, c'est-à-dire qu'on peut chercher à influencer la température. En Chine, eux, évidemment, ils voulaient avoir du soleil, ils ne voulaient pas avoir de ciel couvert ou de pluie, alors on a essayé de chasser ces nuages-là. Curieusement, ça avait été une année ici au Québec, on avait eu un été extrêmement pluvieux et nuageux, comme si les nuages avaient été poussés ici. Donc, il y a ça. Il y a aussi la technologie HARP. Alors, on sait que pour émettre ces fameuses ondes IMF là, dans les airs, dans l'atmosphère, et puis chauffer les plus hautes couches de l'atmosphère, donc l'ionosphère, on a besoin d'une plus grande comment on appelle ça, la conductibilité. Alors, ça a besoin d'être plus conductible. Alors, écoutez, à ce moment-là, on parsème l'atmosphère de différents matériaux. Des fois, c'est des produits chimiques, des fois, c'est des produits métalliques, ou ainsi de suite. Et puis, on essaie de rendre l'air, l'atmosphère, à ce moment-là, plus facile à utiliser pour ces fameuses technologies comme HARP, qui, disons-le, peuvent faire une multitude de choses, comme sonder, on peut sonder les sols pour le pétrole ou des caches d'armes, des bases souterraines nucléaires, peu importe. On peut causer des tremblements de terre, on peut aussi affecter le climat, changer la température, ainsi de suite. Donc, c'est un phénomène qui existe, c'est un phénomène qui est réel, c'est un phénomène qui nous affecte tous. J'ai aussi plusieurs documents officiels du gouvernement américain où on a carrément fait des expériences sur des populations civiles non consentantes et non informées. C'est-à-dire que on a pris des avions et puis on a fait d'épandage de différents produits, même à certaines reprises des germes, donc possiblement des armes biologiques. Sur le peuple américain, donc particulièrement sur la côte ouest, ainsi de suite. Alors, vous hallucinez pas, là, et puis moi non plus, là, j'ai pas pris une pilule d'acide là avant de faire l'émission, là. C'est réel. La population civile est bien souvent prise comme un rat de laboratoire, une souris de laboratoire, et puis on fait des expérimentations, des expériences sur ces sujets non consentants. Vous aviez un article il y a quelques années où on avait pris des compagnies pharmaceutiques à faire des tests de médecine très
très forte alors pour combattre le sida par exemple sur des enfants, des orphelins dans des hôpitaux à New York. Alors des affaires qui ont été publiées là dans les médias. Alors donc absolument rien là, comme je vous dis, de conspirationniste là ou de rien d'ésotérique là ou de flyer là-dedans. Ok, vous comprenez ce que je veux dire. Alors plusieurs expériences comme ça qui ont été faites sur la population sans qu'on l'ait averti, sans qu'on lui a demandé son consentement ou quoi que ce soit. Donc réellement, c'est pas un sujet, c'est pas de quoi qui est nouveau là. Ok, donc là c'est la dernière manifestation de ça. Les chemtrails. Alors voilà ce que j'avais à dire là. J'embarquerai pas plus là-dedans. Vous avez maintenant mon opinion. C'est plus comme une opinion en réalité là. C'est certains faits là. Donc vous hallucinez pas. Oui, il y a des bandages dans les airs puis sur les populations sans qu'on vous en informe. Et puis l'affaire là-dedans, pourquoi j'ai pas beaucoup voulu m'avancer dans le passé, c'est que évidemment que c'est des dossiers qui font partie de projets secrets, des projets militaires, ainsi de suite. Donc on est loin d'avoir toutes les données, savoir exactement à quoi ça sert. Donc c'est dur d'arriver ici puis vous dire écoutez, c'est ça qu'ils font avec ça, Donc je vous dis différentes applications qui peuvent être possibles, des raisons pour lesquelles on peut utiliser ces chemtrails là, mais il pourrait y avoir probablement d'autres raisons aussi qu'on ne connaît pas. Donc c'est une raison de plus justement pour questionner nos autorités et puis réellement savoir ce qu'il en est. Ensuite, on va poursuivre avec, vous savez, là, il y a une tonne de nouvelles là, cette semaine. Là, vous allez voir, on va essayer de tracer à travers ça là, dans le petit 2 heures qu'on a. Là, on va essayer de survivre avec ça. Il y a énormément de nouvelles. Donc, on va y aller avec les nouvelles de l'actualité. On va faire un petit tour à Fukushima aussi. On va sûrement parler de la Libye. Il faut faire absolument un tour aussi au Pakistan, Iran. Puis je vous avais promis de parler d'économie, donc vous voyez un peu le tableau, là, c'est complètement à côté dans le tapis. Vas-y Léon, là, vas-y, on avance. Donc, écoutez, on commence avec une image du jour que j'ai trouvée sur le blog de l'Éveil 2011 d'un bon pote, Jonathan, et lui qui a repêché ça chez ESO News. Donc, c'est une photo où on voit des gens, et puis c'est en c'est une photo finalement qui est fractionnée en 3 parties, puis c'est écrit Be the change you want to see in the world. Alors, ça c'est la fameuse citation de Mahatma Gandhi, alors qui dit soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et puis vous voyez 3 photos de manifestants qui font des hugs, là, des grosses caresses, et puis on embrasse les policiers. Alors évidemment dans le contexte là du mouvement Occupy Wall Street. Alors j'ai trouvé ça génial, et puis c'est un peu ce à quoi je faisais appel. Écoutez, ces gens-là ont besoin d'amour. Ce monde-là, cette belle petite planète bleue là, a besoin beaucoup d'amour, chers amis. Malheureusement, vous avez une élite de psychopathes qui est en train d'y mettre feu à cette belle petite planète-là avec la vie si précieuse qui est dessus. Vous en faites partie de cette vie précieuse-là. La vie, l'humanité en fait partie, ainsi que toutes les autres formes de vie. Donc ces pauvres policiers-là, on voit dans les photos complètement habillés de noir, ça a l'air des mercenaires de l'Empire du Mal de Darth Vader là, dans Star Wars. Là, je veux dire, c'est rendu assez poussé la militarisation de la police. Hein, donc c'est incroyable. On entraîne la police de plus en plus dans l'esprit du militarisme, c'est-à-dire que on n'est pas là pour servir et protéger le public, mais on perçoit plutôt le public comme étant une menace et un ennemi potentiel tout le temps, ce qui évidemment fait toute une différence dans l'approche. Et puis ben là vous voyez ces gens qui donnent des grosses caresses aux policiers. Donc réellement je trouvais ça génial. Donc c'est peut-être des gens qui ont manqué beaucoup d'affection dans leur vie, donc il faudrait leur donner des petits câlins. Alors voilà, donc gardons ce sentiment de paix et d'amour dans le cœur. Ça fait je sais pas là, je sais que ça fait tout le temps le message le gros gourou là, mais écoutez chers auditeurs, si bolac, il faudrait avoir des ministères de l'amour dans le gouvernement, tu sais, des ministères de la paix, ou des ministères de la guerre puis de la défense, là, appelons-le ça, c'est des euphémismes, là, le ministère de la défense, là, je veux dire, écoutez, là, hein, ministère de l'économie, ministère de ci, de ça, pourquoi pas avoir un ministère de la paix et de l'amour, tu sais, je veux dire, investir un peu là-dedans. Vous avez une vidéo ici qui a fait le tour aussi de l'internet, assez cocasse, et puis ça parle de soi-même pareil. Je veux dire, c'est sûr que ça se veut humoristique. C'est une vidéo YouTube qui circule, comme je vous disais, qui nomme 10 raisons pourquoi la mafia est mieux que l'État. C'est en anglais, mais écoutez, je vais vous résumer rapidement ici les meilleurs là. On dit que la mafia a un sens de l'honneur s'ils disent
qu'ils vont faire quelque chose, ils vont le faire. Personne dans le gouvernement n'a une idée de ce qu'est l'honneur. La dame en nomme en neuvième raison pourquoi la mafia est meilleure que l'État. Elle dit le code de conduite de la mafia est simple et clair, il n'est pas rempli de manipulation, de double discours et puis de législation complexe et interminable. Numéro 8. Lorsque des familles mafieuses sont en compétition et vont en guerre, elles ne tuent pas d'innocents civils en tant que dommages collatéraux. La guerre est bonne pour l'État, mais pour la mafia, c'est mauvais pour le business. Ah, vous voyez, quand même pas mauvais, là. C'est sûr que c'est humoristique, mais il y a un peu de vrai là-dedans, n'est-ce pas? Sans faire l'apologie de la mafia, évidemment, là. Numéro 6. Lorsque vous achetez de la protection de la mafia, vous l'obtenez. La mafia essaie de limiter les crimes violents sur leur territoire, parce que c'est évidemment mauvais pour la business. Mais vous pouvez mourir au bout du fil en appelant le 911 en les attendant. Hein, quand même. Numéro 5. La protection achetée de la mafia est de loin moins dispendieuse que celle de l'État. La mafia veut de 10 à 15% de vos profits, alors que l'État veut de 40 à 50% au minimum. Hein? Quand même. Numéro 4. La mafia veut que votre commerce ait du succès. Ils savent que c'est mieux ainsi pour qu'ils puissent recevoir leur montant pour protection, hein, leur quota. Alors, ils ne vous enterrent pas sous des millions de lois et autorités différentes, vous faire remplir des centaines de documents, de formulaires pour les impôts, vous incriminant. Hein? Donc, et puis, je vais vous lire une dernière, là, ici, en numéro 3, je vais laisser découvrir les restes. La mafia ne cherchera pas à vous désarmer. Ils seront heureux de vous vendre des armes pour protéger votre famille ou vous-même. Pas de permis, quoi que ce soit. Alors, voilà. Donc, une petite parenthèse ici d'humour. Ensuite, un autre sujet dont je voulais vous parler, c'était évidemment tout ce mouvement-là de Occupy Wall Street, qui a été évidemment étendu à toute la planète dans plus de 85 villes, 85 pays, 1500 villes. Un mouvement qui a fait beaucoup jaser. On voit beaucoup aussi de scepticisme autour de ça, à savoir si c'est pas des manipulations évidemment de l'élite pour créer une fausse révolution comme les révolutions colorées qu'on a vu arriver dans les pays de l'Est, dans les pays satellites de l'ancienne Union soviétique. Aussi le fameux printemps arabe qui est en grande partie manipulé par les pouvoirs occidentaux, par les services secrets israéliens et puis britanniques et américains. Hein? Donc, évidemment, ça prendrait beaucoup de temps. Là, j'avais Vanessa aussi qui m'avait écrit, je me rappelle bien de son nom, pour demander des éclaircissements à ce propos-là. On parlait de Soros à un moment donné, de différentes personnes qui essaient de détourner le mouvement ou qui l'auraient financé. Écoutez, ne soyez pas dupes, là. Je veux dire, il y a beaucoup de nuances à faire, il y a beaucoup de tentatives de détourner ce mouvement-là, de le coopter, d'en prendre contrôle, d'essayer de le faire dérailler, de l'étiqueter de toutes sortes d'étiquettes d'antisémitisme, de socialisme, de communisme, n'importe quoi, de marxisme, on les a appelés n'importe quoi. Je veux dire, effectivement, il y a aussi toutes sortes de gens aussi qui ont joint ce mouvement-là. Vous devez comprendre que c'est vraiment un mouvement hétéroclite, sans leader, ce qui en fait toute sa particularité, et puis d'où aussi la preuve qui n'est pas justement dirigée par l'élite complètement, et je dirais même en majorité pas contrôlée. On a essayé de le faire dérailler, peut-être certains endroits où on a essayé de le faire déraper ou quoi que ce soit, de le faire verser dans la violence, ou on a eu des infiltrations, ainsi de suite, comme d'habitude, un peu comme on a vu à Montebello ici au Québec. La police a été obligée même d'avouer, écoutez, on infiltre les rangs et puis on se fait passer pour des anarchistes, on casse des vitrines, puis les médias viennent juste à temps, comme par hasard, filmer ça, et puis après ça on discrédite tout le mouvement des manifestants qui ont des demandes légitimes, des critiques légitimes, face à peu importe là contre quoi ils manifestent. Donc, écoutez, là, ça l'a permis. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, là, je vais finir ma parenthèse, là, c'est que ce mouvement-là, en grande partie, chers auditeurs, il a été composé de gens qui en ont marre de ce système-là d'être exploité, de ce vol en plein jour auquel on est en train d'assister depuis quelques années et qui est en train de culminer en ce moment. Avec, vous voyez, la banqueroute d'une multitude de pays, autant en Europe qu'en Amérique.
c'est le plus grand vol historique là en plein jour là, je veux dire par les banquiers internationaux là, de la finance internationale. Je veux dire c'est tout simplement ça qui est en train de se passer. J'en ai parlé les 2 dernières semaines. L'Europe qui est en train de tomber sous la coupe des banquiers privés, dont Goldman Sachs qui est en train de prendre position. Coup d'État en Italie puis en Grèce. On a remplacé les présidents élus par des têtes qui ont appartenu à différentes je dirais à différentes institutions bancaires ou financières internationales comme la Banque mondiale, le FMI, ou que ce soit Goldman Sachs ou la Fed aux États-Unis ou la Banque européenne. Ainsi de suite, là, je veux dire, c'est toute la même gang de requins, là. Et puis, là, écoutez, on a ruiné ces pays-là, et puis là, on arrive avec ces fameuses mesures d'austérité, pour finir de ruiner, puis d'asservir, de rendre esclaves les populations de tous ces pays, pour, en bout de ligne, amener leur fameux nouvel ordre mondial à travers la sphère financière économique. Alors, en faisant s'écrouler toutes les économies une derrière l'autre, comme un jeu de domino, on va créer un chaos économique et puis là, ben, on va arriver avec une solution déjà préparée depuis longtemps, chers auditeurs. C'est une monnaie unique mondiale avec une banque mondiale qui va être contrôlée par ces gens. Alors, on est quasiment rendu à la fin de la partie, là, et puis on est en train de voir les dernières scènes de ce film, si on veut, là, je veux dire, c'est vraiment un montage, là, c'est organisé de toutes pièces. Et puis là, ben, aux États-Unis, ben écoutez, le mérite que ce mouvement-là a eu, Occupy Wall Street, a été de révéler la vraie face de l'État, en fait, de la tyrannie à laquelle on fait face. Écoutez, là, il va falloir arrêter de se faire des illusions, là, on ne vit pas dans des démocraties, là. Puis pour ce qui est du concept de la liberté, bon, on repassera là, parce que là, on est pas mal loin, là. On est pas mal loin, ok? Donc là, on se retrouve avec des tactiques et puis des actions des policiers contre ces gens-là aux États-Unis puis un peu partout à travers le monde d'Occupy Wall Street qui sont dignes des régimes tyranniques qu'on a vus à travers le monde et à travers l'histoire. Vous avez plusieurs exemples de ça. On n'a pas le temps de toutes les nommer. Je vais vous laisser une quantité incroyable là, de nouvelles par rapport à ça. Vous allez voir la brutalité policière qui a fait éruption un peu partout, là, réellement, particulièrement aux États-Unis. Et puis, ça a culminé avec une nouvelle icône du 21e siècle, avec ce fameux policier américain. Ça se trouve à être à l'université de UC Davis. Aux États-Unis, alors vous aviez des étudiants qui manifestaient contre la hausse des frais de scolarité et ainsi de suite. Alors c'est les étudiants, on les voit dans les vidéos, vous les avez sûrement vus moindrement, là vous avez suivi un peu l'actualité. Là. Les gens sont assis à terre et puis couvrent leur tête. Alors sont simplement assis, là, donc ne représentent aucune menace, n'ont aucune arme, je veux dire, sont simplement assis. Et puis là, vous voyez un policier se détacher là, du groupe, là, du reste de policiers, et puis qui s'avance avec sa petite cacane de poivre de Cayenne et puis qui les arrose copieusement, là, je veux dire, avec une face complètement indifférente, vraiment là, sans empathie, là, je veux dire, tu vois vraiment le gars là, complètement froid, là, aucun cœur, là, je veux dire, il arrive, il s'avance, et puis les arrose copieusement comme si c'était des coquerelles. Tout simplement, là, comme si c'était de la vermine qu'on doit éliminer, là, avec laquelle on doit utiliser des produits chimiques là, pour les exterminer. Alors, c'est vraiment hallucinant. Alors, cette photo-là elle a été reprise partout, les vidéos à travers la blogosphère. Et puis, vous avez même un lien que je vous ai laissé à quelque part. Là. J'espère que je l'ai bien laissé, là, où on a une genre de parodie d'ailleurs là, qui est vraiment très bonne, où on voit un paquet d'images historiques, même des bandes dessinées, toutes sortes d'affaires, là, je veux dire, jusque sur la Lune, là, de ce policier qui arrose, là, donc différents personnages, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment loufoque. Mais c'est vraiment pour souligner cette histoire complètement débile, là, je veux dire, une violence gratuite, là, réellement, là, qu'on voit dans l'expression faciale et puis dans le langage corporel de ce policier-là, Monsieur Pike, et puis qui a arrosé ces gens, ces étudiants qui étaient simplement assis là. On voit clairement l'État policier qui est en train de prendre place aux États-Unis. Et puis, ça a le potentiel, ces actions-là qui ont été commises, justement, d'unifier ce mouvement de résistance-là encore davantage aux États-Unis puis dans le monde.
Le mouvement Occupy Wall Street a maintenant tourné un tournant essentiel. Donc, le mouvement va évidemment être encore à propos de la corruption de Wall Street, mais on a maintenant aussi exposé l'existence d'un État policier qui fait rivalité avec les régimes dictatoriaux les plus autoritaires du monde. Réellement, là. Donc, c'est un fait que la communauté d'activistes doit reconnaître ce fait. Je veux dire, on peut plus se le cacher puis le nier. Je veux dire, on a vraiment face, comme je l'ai dit depuis plusieurs semaines sur l'autre monde, on fait face à un État policier mondial là, qui est en train de prendre place. Donc, écoutez, là, vous avez toutes sortes de niaiseries. Le policier a été suspendu, évidemment, et puis à Fox News aux États-Unis, vous avez Bill O'Reilly, lui qui a déclaré aux Américains de son programme de télévision qu'on ne doit pas juger, on ne doit pas, comment on dit ça, tout simplement questionner les agissements de la police. Alors, réellement, là, on devrait tout simplement être des bons esclaves soumis, puis ne pas questionner quoi que ce soit du genre. Vous avez une autre dame sur Fox News, Megyn Kelly, lui qui a appelé le poivre de Cayenne un produit alimentaire. Alors, voyez le genre de malade mental là, qu'on permet là, sur les ondes aux États-Unis. Alors, c'est quand même assez incroyable. On dit que c'est un produit dérivé du poivre. Alors, donc, essentiellement, c'est un produit alimentaire. Alors, une madame là, qui faudrait y expliquer des affaires, là. Ensuite, ici, bon, on dit que l'utilisation du poivre de Cayenne sur des manifestants pacifiques est illégale et peut sérieusement, évidemment, endommager la santé des gens et leur causer des préjudices importants et même aller jusqu'à la mort. Alors, c'est même une étude militaire là, qui concluait qu'un des ingrédients actifs du poivre de Cayenne est capable de produire des effets cancérigènes. Ils sont toxiques au niveau cardiovasculaire et ainsi causer des mortalités humaines. Alors, voyez, là, c'est pas rien d'innocent, là. Vous avez une nouvelle ici de Digital Journal, d'ailleurs, qui montre que, vous savez, c'est des résultats là qui viennent d'une étude de l'université de Dickinson, Farley Dickinson, qui expliquait que différents réseaux de télévision, là, de nouvelles aux États-Unis, spécialement Fox News, laissaient les gens moins informés que ceux qui ne regardent pas ces postes de télévision. Imaginez, c'est assez incroyable, là. Donc, les gens qui écoutent ces genres de canaux de supposées informations mélangent plus les gens. Ça les laisse moins informés, plus mélangés que les gens qui écoutent simplement pas les nouvelles ou en tout cas pas ces postes de nouvelles. Alors, voyez, là, hein, pour vous donner une idée. Donc, on dit aussi que ce fameux poivre de Cayenne est aussi potentiellement létal, donc mortel, et puis est une arme chimique. Donc, il faut en parler, là. C'est des choses, c'est des armes chimiques qu'on utilise contre la population intérieure, la population domestique. Donc, vous avez d'ailleurs une manifestante ici à Seattle qui était enceinte et qui a fait une fausse couche après avoir été, après qu'on lui a asséné là, des coups de pied et puis qu'on l'a aspergé de poivre de Cayenne. Alors, vous voyez comment que les gros policiers, là, bien masculins, là, vraiment virils, là, vous voyez, là, hein, se permettent de donner des coups de pied à une femme enceinte. Alors, c'est ça la réalité. Je sais que vous allez me dire, c'est peut-être des exemples isolés, ce sont des événements qui ne sont pas répandus. D'accord, là, faut faire des nuances, je suis d'accord avec ça. Savez-vous la quantité de nouvelles que je lis à chaque semaine là, qui parlent de des exemples comme ça, par contre? C'est pas mal plus répandu que vous pensez, chers auditeurs, pas mal plus répandu. Il y a vraiment une mentalité qui est en train de pervertir des forces policières, et puis malheureusement, les bonnes personnes qui se trouvent dans les forces policières se trouvent submergées et puis envahies là, réellement par cette mentalité militariste là, de considérer tout le monde, la population comme étant un potentiel terroriste. Poivre de Cayenne directement dans la figure, des cartouches là, de caoutchouc qu'on lance à bout portant. On a tiré des femmes par les cheveux, ainsi de suite. Là, je veux dire, je pourrais en nommer comme ça. Là. Ça a été assez violent aux États-Unis, assez brutal. Donc, écoutez, vous allez trouver plusieurs informations par rapport à ça. L'université qui va dire qu'ils vont payer les frais médicaux de ces gens-là.
On a aussi laissé tomber les charges, les accusations qu'on avait montées contre certains des manifestants à l'université de Davis. Et puis, on dit d'ailleurs ici, le chancelier de cette université-là, qui déclare que la police a défié les ordres en utilisant le poivre de Cayenne. Alors, on l'avait pas autorisé l'utilisation du poivre de Cayenne, et puis les policiers l'auraient utilisé malgré tout en défiant les ordres. Donc, vous voyez, on accuse les manifestants de toutes sortes d'affaires. Vous avez la police du NYPD à New York. On dit, on a confirmé qu'un couteau a été trouvé. On appelait ça une cache d'armes. Écoutez, c'est incroyable les nouvelles, là. Le titre en anglais, là, écoutez bien ça, je vais vous lire en anglais, là, je vais vous le traduire après, là, c'est Weapons Cache Found During Zuccotti Park Cleanup Sources Say. Donc, on aurait trouvé une cache d'armes durant le nettoyage du parc Zuccotti, selon les sources. Alors, on dit que des officiels du NYPD auraient confirmé qu'un couteau aurait été trouvé enterré proche d'une des tentes qu'on a démontées. Alors, incroyable. Alors, je ne sais pas depuis quand, là, un couteau constitue une cache d'armes, hein? Et puis, en plus, c'était enterré. Alors, comment savoir si c'est bien les gens du mouvement Occupy Wall Street qui a à faire quoi que ce soit avec cette histoire-là, hein? Ça pourrait être même un sans-abri qui était là, qui voulait se protéger. Et puis, considérant la quantité de policiers armés comme des mercenaires de l'arme du mal, de l'armée du mal de Darth Vader, là, de Star Wars, là, regardez-les comment ils sont habillés, là, c'est en noir, là, avec des visières noires, avec des armes, des AK-47 dans les rues, avec des blindés, là. Il y a peut-être une raison de se sentir un peu insécure, là, quand on fait partie du 99% de la population, on les regarde, ces clowns-là, le paradis, là. Hein? Donc, vous voyez un peu de sortes d'affaires de même. Et puis ça, vous avez le maire de Bloomberg aussi, là, avec cette supposée attaque terroriste qu'on aurait démontée là, avant que ça se produise. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Écoutez, durant une presse de conférence à New York la semaine passée, là, on a dit que, la semaine passée, là, que je dis, on a dit on a défait là une série d'attaques terroristes qui étaient pour se produire avec des bombes faites à la maison. Et puis vous avez le FBI qui absolument ne voulait avoir rien à voir avec cette histoire-là. On disait que ça faisait 2 ans qu'on surveillait ces gens-là, ainsi de suite, blablabla. Écoutez, vous allez voir différents articles là. Vous avez même un des animateurs vedettes là, du réseau MSNBC aux États-Unis qui s'appelle Keith Olbermann. Là, il a blasté assez solide le maire de New York, M. Bloomberg, et a demandé même qu'il quitte son emploi pour avoir justement créé une autre fausse attaque terroriste, une autre fausse peur, possiblement pour distraire les gens justement de la brutalité et puis de ce qui se passe avec le mouvement Occupy Wall Street. Donc, une fausse histoire encore, c'est pas la première fois que ça arrive aux États-Unis. Donc, écoutez, c'est assez incroyable. Là, c'est tout le temps la même histoire. Hein. Je veux dire, vous avez un supposé personnage là qui, supposément, selon les accusations qu'on porte à son endroit, là, voulait attaquer différents endroits de la ville, alors qu'il n'avait pas les capacités autant financières que quoi que ce soit d'autre d'en arriver à mettre à exécution un tel plan terroriste. Alors, sans avoir la coopération des officiels, des gens, des informateurs qui sont là. Donc, écoutez, toutes sortes d'histoires comme ça. Vous avez un autre ici, un mémo qui a été publié. C'est Chris Hayes, le 19 novembre, qui a publié cette histoire-là. Et puis, ça montre que vous avez une firme de lobbying à Washington, D.C. Ça s'appelle Clark Lytle et Giddledig, excusez-moi le mot est vraiment le G-E-D-U-L-D-I-G, là. Et Cranford, alors c'est C-L-G-C, a envoyé un mémorandum à la American Bankers Association mettant en lumière un plan pour neutraliser les impacts de Occupy Wall Street, donc du mouvement, et puis les impacts qu'il pourrait avoir sur les élections qui s'en viennent en 2012. Écoutez, c'est assez incroyable. Donc, on est en train d'apprendre finalement que vous avez ici $1 million, là, donc beaucoup d'argent qui ont été investis pour protéger les banquiers, puis la campagne électorale aussi. Hein? Donc, pour attaquer la campagne, c'est pour monter une campagne anti-Occupy Wall Street. Pour les banquiers, alors vous voyez qui se trouve derrière ça. Alors les policiers qui finalement se trouvent à protéger les banquiers, l'élite, le 1%. Donc vous voyez, c'est vraiment ce qui se passe. Alors
chers policiers, on va vous donner un beau gros câlin, là, mais vous n'êtes pas du bon côté de la clôture, là. Commencez à nous protéger, là, parce que c'est nous autres qui payent votre salaire, puis de toute façon, vous n'allez pas être protégé de ces tyrans-là, hein, vous allez goûter aussi, là. Vous devez comprendre ça. Vous avez un conseiller du Department of Homeland Security, donc le département de la sécurité intérieure là, aux États-Unis, qui a déclaré au Washington Post. Hein, vous aviez cette nouvelle-là la semaine passée, je crois, ou il n'y a pas longtemps en tout cas, que des hackers étrangers étaient responsables pour une pompe dans un site de traitement de l'eau en l'Illinois qui avait cessé de fonctionner, et puis on avait blâmé ça sur des hackers, comme je vous dis. Et puis on a admis cette semaine que ce n'était pas le cas. Alors là, finalement, on dit que ce n'était pas une attaque, une cyberattaque. Alors voyez comment que faut faire bien attention avec toutes ces supposées attaques terroristes-là, parce qu'on nous dit ben des affaires, puis en bout de ligne, il se trouve pas avoir une grande partie de ces choses-là qui sont véritables. C'est pas tout simplement absolument rien. Un autre exemple de ça, vous avez le fameux cas du G20 hein, qui s'est passé ici au Canada, à Toronto. Vous savez, ça a coûté une fortune, ça a coûté plus cher en sécurité que les Jeux olympiques. On a carrément contrevenu aux droits et libertés des Canadiens. Réellement, on a commis toutes sortes d'exactions et puis de gestes criminels de la part des organisations de la police et puis des autorités. Et puis là, c'est une nouvelle ici de CBC, donc réseau très important au Canada, qui révèle qu'en fait, on a assisté à la plus importante opération d'espionnage de la police de toute l'histoire du Canada. OK? Donc, écoutez, voyez, là, c'est ça l'état policier, là. Je veux dire, c'est incroyable l'état de surveillance policière intensive qu'on a eu. Et puis de l'argent que ça a coûté, c'est débile, pour protéger ce fameux 1%, ces gens qui sont en train de nous plumer puis nous imposer des mesures d'austérité pour que les autres continuent de nous voler notre argent. Alors d'autres exemples comme ça. Et vous avez un article ici de pourquoi nous devons occuper la démocratie. Alors c'est pas seulement Occupy Wall Street, c'est Occupy Democracy. Le premier amendement aux États-Unis est à l'envers. Écoutez, on est en train comme je vous disais, de fesser sur les Américains. On est en train de les asperger de poivre de Cayenne, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les gens font l'exercice de leur liberté d'expression et puis d'assembler, de protester contre le gouvernement, contre les politiciens. OK? Et puis après ça, ben, on rentre dans ces gens-là, et puis après ça, on vous fait croire que vous vivez dans une démocratie. Voyons donc, là. Voyons donc. Bon, toutes sortes de nouvelles comme ça. Écoutez, là, je vais vous donner une couple d'autres nouvelles ici. Ça vaut la peine. Là, on continue dans les nouvelles diverses. Après ça, on va faire un petit saut sur Fukushima. On va faire une petite pause musicale. Vous avez ces fameux compteurs intelligents qu'on est en train d'installer aux États-Unis, puis ici aussi au Québec, par Hydro-Québec. Alors, on force les gens, sans notre consentement, à installer ces fameuses machines qui vont coûter au-dessus d'1 milliard de dollars. Des machines qui vont vous zapper avec des hautes fréquences dans votre maison. Et puis, non seulement c'est des lectures, mais c'est des lectures fréquentes, dans bien des cas, aux 30 secondes jusqu'aux 2-3 minutes. Et puis, évidemment, il y avait des raisons de s'inquiéter pour la santé, des effets sur la santé de ça. Et puis là, on apprend dans une autre nouvelle ici, publiée par Security Week, où on lit que 200 consommateurs du Central Main Power Company ont rapporté en réalité des problèmes après qu'ils ont été si vous voulez installer, là, où on a installé, là, je vais le dire, là, excusez-moi, où on a installé ces fameux compteurs intelligents dans leur maison. Et puis, on se trouve à avoir un paquet de dispositifs à l'intérieur de la maison, comme des trucs sans fil, des trucs Wi-Fi, qui ne fonctionnent plus ou fonctionnent mal après qu'on a installé ces fameux compteurs-là, donc qui fonctionnent sur les mêmes ondes. Alors, on parle là, dans les fréquences de 2.4 GHz. Donc, voilà d'autres problèmes qui vont arriver avec ces fameux compteurs-là et puis auxquels on devrait fortement s'opposer, auxquels on a
absolument demander aucun consentement des Québécois, des Américains et puis des autres. Je sais pas, je crois qu'en France c'est la même affaire aussi. Là. En Europe, ça doit être pas mal la même situation. Alors tout le temps sans notre consentement, mais c'est nous qui payons pour et puis après ça on en paye avec notre santé. Donc et puis ça amène même des problèmes maintenant comme on voit. Ensuite, vous avez la banque française BNP Paribas qui s'est retirée d'Israël après des pressions de la campagne de boycott. Alors, elle va se retirer des opérations en Israël. Donc, bonne nouvelle. Donc, les campagnes là, de sanctions et puis de désinvestissement et de boycott continuent de faire effet. Et puis, ça n'a rien d'antisémitique. C'est évidemment pour manifester contre les agissements d'Israël envers les Palestiniens. Et puis, contre bien d'autres de ses voisins. Vous avez les Nations Unies qui ont rejeté aussi la fameuse demande des États-Unis de garder légale une certaine utilisation des bombes à fragmentation. Alors, vous avez différents pays, pas tant que ça. Là. En fait, je crois que c'est, je ne vais pas me tromper, en tout cas, les États-Unis, je crois que c'est l'Angleterre aussi, mais c'est sous toute réserve. Là. Ce qui est certain, c'est que les États-Unis faisaient des pressions sur les Nations Unies pour garder légale l'utilisation de certaines de ces bombes à fragmentation qui, dans la majorité des cas, portent préjudice principalement et primordialement contre, c'est-à-dire aux populations civiles innocentes. Et puis les États-Unis se sont déclarés très, très désappointés par cette décision. Ces États-Unis. Ces gens qui posent en policiers moraux de la planète. Quand même assez incroyable. Parlons-en de ces policiers moraux. Vous avez un autre site noir de la CIA, on appelle ça des black sites. On appelle ça le Gitmo de la Baltique en réalité. Donc la Guantanamo, vous savez, ce lieu où on torture les gens au large, en fait, sur une partie de l'île de Cuba qui appartient aux États-Unis. Alors, on torture des gens là-bas et puis là, on a dans cette vidéo mise à jour un autre de ces sites où on utilise la torture, d'où la CIA emmène les gens qu'on enlève à travers le monde comme ça. On enlève des gens des rues dans d'autres pays et puis on les achemine vers des lieux comme ça. Et puis là, c'est en Lituanie. Alors, c'est la Lituanie là, qui est en problème, là, en justice à cause de ce fameux site, alors qu'on a mis à jour. Vous avez aussi un tribunal malaisien qui a trouvé Bush et Blair coupables de crimes de guerre. Alors, c'est un tribunal symbolique en Malaisie qui, de façon unanime, jeudi dernier, a déclaré l'ancien président George W. Bush et puis l'ancien premier ministre Tony Blair coupables de crimes de guerre contre la paix, des crimes contre la paix pour l'invasion de l'Irak en 2003. Alors, voilà qui est intéressant. Alors, évidemment que il n'y a pas grand question à poser par rapport à ça. Vous avez certains journalistes dans les médias aux États-Unis qui osent brasser la cage, je dis les choses telles qu'elles sont. Il y en a un, c'est un grand journaliste qui s'appelle Bill Moyers, qui lui parle d'une réalité aux États-Unis. Je vous en ai parlé la semaine passée aussi. On dit que lui il déclare que le changement ne peut pas venir de l'intérieur des deux partis politiques qui existent aujourd'hui. Ils sont gelés, ils sont paralysés, ils ont été achetés. Il dit qu'aux États-Unis, ils ont deux partis politiques qui servent ce qu'on appelle Corporate Business America. Alors, l'Amérique corporative, et que en réalité, vous avez aucun de ces deux partis-là qui sert ou qui représente la population. Alors, c'est deux partis qui finalement sont employés puis sont achetés, cooptés par les mêmes financiers multinationales. Okay? Il déclare que la démocratie est dysfonctionnelle aux États-Unis, qu'elle ne fonctionne pas, qu'elle ne règle aucun problème. Il dit que le Sénat ne pourrait tout simplement ne pas être là, ça ne changera absolument rien. D'ailleurs, vous avez un bon exemple de ça, c'est en Belgique où on est sans gouvernement depuis pas loin de 2 ans maintenant, puis tout va très bien en Belgique, aucun problème. Ouais. Alors, voilà. Donc, toutes sortes de nouvelles comme ça. Écoutez, je vais arrêter avec là, les nouvelles de l'actualité. Il y en aurait encore beaucoup. Je vais essayer de vous sortir, attendre un peu. Il y a BP ici qui a reçu des permis pour continuer à performer des
des puits. Parmi les 28 000 autres puits de pétrole dans le fond du golfe du Mexique qui sont abandonnés. Alors, vous vous rappelez de cette catastrophe pétrolière de BP dans le golfe du Mexique de l'année passée. Ben là, écoutez, vous avez l'administration Obama qui a donné plus de 300 nouveaux permis pour forer des puits de pétrole. Hein? Donc, ça continue. Alors, et puis non seulement ça, ben vous avez un attorney aux États-Unis, environnemental, qui a déclaré, lui, que, comme je l'avais laissé savoir dans les derniers articles sur cette crise de BP que j'avais publié sur les Nouvelles internationales, les sans-papiers, et puis aussi les 7 du Québec, que le puits n'a jamais vraiment été bien colmaté, possiblement n'a jamais été colmaté pantoute, mais en tout cas, s'il a été colmaté, ça ne sert absolument à rien parce que le fond marin, tout autour, la formation géologique, fuit, est complètement perforé, fissuré, puis continue de fuir en continu du pétrole dans le golfe du Mexique. Alors, et puis là, on a des confirmations de ça qui continuent de sortir. On est à la fin de 2011, et puis on en parle. Alors, lui déclare que justement du pétrole continue tout le temps de fuir du fond de la formation de Macondo, de BP, plus de 16 mois après que on l'ait déclaré scellé. Donc, on dit qu'on a comme preuve de ça du pétrole frais qu'on retrouve le long des côtes et puis qui a l'empreinte de ce même pétrole qui vient du Macondo. Donc, qui vient du fond marin qui a été endommagé lors de cette explosion du Deepwater Horizon qui est arrivé au mois d'avril 2010, on s'en rappellera, qui avait tué 11 personnes et puis qui avait largué des millions et des millions de litres de pétrole dans le golfe du Mexique pendant 87 jours. Et qu'on avait déclaré, ce puits qu'on avait déclaré scellé le 15 juillet 2010, alors qu'on avait établi assez clairement, je crois qu'il y avait plus d'un des puits qui fuyait, alors qu'on avait essayé de nous faire croire qu'il n'y avait qu'un puits. Donc, incroyable. Ça continue de fuir, allez voir ça. Et puis on a un autre article ici du Intel Hub, The Intel Hub, quand même un bon site à aller voir en anglais, malheureusement pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, où on parle de mort mystérieuse de 9 délateurs dans ce dossier là justement de versement de pétrole de BP. Alors dans l'année passée, vous avez des critiques assez vocales là, 9 de ces délateurs potentiels qui sont décédés de façon assez mystérieuse, pour pas dire extrêmement mystérieuse. Donc, un article là, à aller voir par rapport à ça. Vous avez les États-Unis qui ont transféré de ces drones de l'Irak vers la Turquie. Alors ça a été révélé par le Pentagone et puis publié par AFP. On a redéployé des prédateurs qui sont ces drones là, vers la Turquie en provenance de l'Irak. Alors, on est en train de préparer quelque chose là-bas. Kaboul, en Afghanistan, publié par Press TV, où on parle qu'on va insister sur les liens avec l'Iran à tout coup. Alors, on voyait les liens qui sont en train de se faire. C'est assez ironique. Écoutez, ça, c'est des conséquences imprévues de l'invasion américaine et de l'occupation de l'Irak et de l'Afghanistan qu'on voulait, évidemment, ça c'était, il faut comprendre que c'est des guerres qui ont été fomentées et précipitées par les sionistes et puis qui avaient pour but d'attaquer les ennemis perçus d'Israël, hein, donc devait affaiblir ultimement l'Iran. Et puis, de ces effets imprévus, c'est des backfire en bon français, eh ben, c'est que après qu'on a agressé et occupé militairement l'Irak et l'Afghanistan, ces deux pays-là se sont lancés dans les bras de l'Iran. Alors, qui a profité de l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan? C'est l'Iran. Alors, quand même assez particulier comme conséquence catastrophique. Alors voilà. Et puis vous avez Hamid Karzai, lui qui a demandé aux États-Unis d'arrêter ses attaques durant la nuit si les États-Unis veulent garder ses bases militaires en Afghanistan passé 2014. Alors vous voyez les pressions là, qui continuent d'augmenter.
Écoutez, il y a tellement de nouvelles, je veux dire, je vais essayer de vous en pousser encore un peu plus avant la pause, là. En Égypte, ça brasse beaucoup aussi, là. Vous avez vu, deuxième révolution qui est en train de prendre place, là. Euh, la population qui s'est aperçue que le printemps arabe, là, était loin d'être terminé, puis que s'était fait un peu avoir, là. C'était la junte militaire, finalement, qui avait remplacé Moubarak, et puis là, depuis ce temps-là, ça allait pas très bien, là. Vous avez les Égyptiens qui se faisaient matraquer, les gens qui se faisaient enlever. Réellement, là, c'était pas une grosse amélioration par rapport au régime de Moubarak. Alors, vous avez les gens qui sont sortis dans les rues encore, donc un soulèvement numéro 2. Les protestants qui se prennent la police et puis l'armée dans la gueule. Je veux dire, on utilisait des gaz lacrymogènes, des gaz chimiques, dont on a retrouvé d'ailleurs les cannes et puis où c'est inscrit Made in USA. Alors vous imaginez la tête des Égyptiens quand ils trouvent ça dans les rues alors que les États-Unis sont supposés supporter le printemps arabe et la démocratie au Moyen-Orient. Tapez-vous sur les cuisses réellement là. Donc vous avez des dizaines de milliers d'Égyptiens qui ont protesté contre la dictature de l'armée et puis qui se sont encore réunis dans le fameux carré là, de Tahrir. Et puis, ben, écoutez, ça brasse pas mal là-bas. Vous avez l'armée égyptienne qui s'est mis d'accord pour former un gouvernement civil, mais seulement qu'à l'été prochain. Donc, pourquoi pas maintenant? Hein? Et donc, on dit que la répression est pire maintenant que sous Moubarak, un rapport là, qui a été émis. Alors, vous avez évidemment là, une révolution qui est à répéter si nécessaire, là, et puis jusqu'à temps que le nettoyage soit vraiment bien fait. Vous avez le cabinet qui a remis la démission en Égypte alors que les protestations, les manifestations s'intensifiaient. Vous aviez ici une marche de plus de 2 millions de personnes qui avait été planifiée la semaine passée. Donc, écoutez, toutes sortes d'affaires comme ça qui se passent. Vous avez des gaz... quoi qu'on appelle ça, des gaz qui attaquent le système nerveux, là. Écoutez, j'oublie les mots à un moment donné. Écoutez, c'est les militaires égyptiens qui ont utilisé ça. C'est des trucs qui sont tout simplement bannis, des agents chimiques qu'on a propulsés vers les Égyptiens. Vous avez ici dans une nouvelle 300 Égyptiens qui sont morts. Plus de 1700 qui ont été affectés par ces gaz qui peuvent être potentiellement mortels et que, écoutez, on a retrouvé, comme je vous disais, ça a été rapporté par The International Business Times, et puis aussi par le journal australien The Age, qu'on a retrouvé justement de ces canisses-là, là, dans lesquelles sont contenus ces fameux gaz dangereux pour le système nerveux, Made in USA. Alors, vous voyez, là, comme je vous dis, là, c'est assez particulier, là. Vous avez même retrouvé l'Égypte qui a arrêté 3 Américains qui semblent être des agents provocateurs qui étaient parmi la foule et puis qui semblaient tirer sur les Égyptiens. Donc, vous voyez un peu là, hein, les tactiques là, qui sont utilisées là-bas. Et les Égyptiens qui se sont défendus en disant que leurs tactiques ne sont pas pires que les méthodes utilisées par les policiers américains contre les protestants du mouvement Occupy Wall Street. Alors, ce qui n'est pas faux non plus. Donc, une cour égyptienne qui a ordonné la remise en liberté de ces 3 agents américains provocateurs. On essaie ensuite d'amener El-Baradei comme président, alors qu'on sait que El-Baradei est un pion des Américains, fait partie de ce qu'on appelle le US Corporate Fund, alors fondé par les Américains, l'International Crisis Group. Alors, un gars qui fait partie des boyaux américains aussi, alors de l'élite. Les Américains qui demandent un transfert rapide là, du pouvoir en Égypte. Alors évidemment, on veut le transférer rapidement dans les mains de leur prochaine marionnette. Hein. Pendant ce temps-là, ben, vous avez des tentatives de déstabilisation de l'Égypte qui continuent. Alors vous avez une explosion là, qui a frappé encore la pipeline là, de gaz naturel qui part de l'Égypte en direction d'Israël. Alors Israël qui est probablement en train de fomenter de la déstabilisation pour justifier une intervention armée en Égypte. Alors, ça aussi, c'est pas la première, là. Écoutez, c'est arrivé à plusieurs reprises. J'essaie de retrouver ici à combien de fois c'est arrivé, là. Attendez un peu, là. La 8e fois. La 8e fois depuis le mois de février que ça se produit, qu'on attaque cette pipeline. Vous avez des manifestants au Koweït aussi qui ont se sont rassemblés, qui ont, si vous voulez, attaqué là, entre guillemets, le Parlement là-bas, donc des milliers de Koweïtis qui réellement ont manifesté contre évidemment la tyrannie, le mouvement autoritaire qui est en place.
un régime qui est soutenu par les États-Unis, un autre régime au Bahreïn qui est soutenu par les États-Unis et avec laquelle les États-Unis ont tenu des jeux de guerre en conjoncture avec le Bahreïn. Alors, on est en train de se préparer dans la région. Voyez les États-Unis qui aussi ont continué d'augmenter leur rôle dans la guerre en Somalie. Alors, voyez là, quand même, là, ça brasse beaucoup. Obama qui a placé, si vous voulez, une urgence, a placé le Venezuela sur la liste des nations qui supportent le terrorisme. Alors, voyez que évidemment le Venezuela s'en vient bientôt dans les priorités de Washington, là, dans les prochaines nations à attaquer. D'ailleurs, les États-Unis, c'est rapporté par AFP ici, les États-Unis qui ont refusé d'enlever de la table l'option militaire, là, des sanctions aussi contre le Venezuela. Donc, quand même, là, vous voyez des tensions qui vont continuer aussi à monter. Il ne faut pas négliger l'Amérique du Sud. Là, ça fait longtemps que le gouvernement de Hugo Chavez agace énormément l'establishment américain. Le Venezuela qui a coupé ses liens aussi avec les États-Unis par rapport à ce qui se passe avec l'Iran. La Maison-Blanche qui veulent monter des sanctions contre l'Iran. Et puis qui évidemment fait en sorte que le Venezuela se tourne vers la Russie pour ses échanges de pétrole. Alors voyez que c'est tout le temps les mêmes qui en profitent. Et puis on continue de pousser la folie aussi un peu plus loin avec la Chine. Ben là, vous avez les Américains qui se sont entendus avec les Australiens pour ouvrir de nouvelles bases militaires sur le territoire australien. On veut approfondir les liens militaires qu'on a. Évidemment que ça cible la Chine. On a d'ailleurs ciblé directement la Chine, là, Obama qui l'a fait lors de la conférence là, de la coopération économique Asie-Pacifique qui s'est tenue à Hawaï. Et puis, écoutez, vous avez Obama qui finalement a mis en place un accord transpacifique qui exclut la Chine, qui est le plus large exportateur au monde. C'est un pacte qui inclut l'Australie, le Brunei, le Chili, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, le Vietnam et puis les États-Unis. Alors, ce que Obama vient de faire en commettant ces actions-là, ça revient tout simplement à une déclaration de guerre économique contre la Chine. Hein? Donc, on est en train là, de mettre en place là, vraiment là, un climat de guerre froide. Excusez-moi, autant en Chine que contre la Russie aussi. Donc, une géopolitique de l'énergie, là, Chine et États-Unis, là, qui est en train de se battre pour le pétrole dans la mer de la Chine du Sud. Des trucs là, qui risquent d'être assez explosifs. Là. On est en train de projeter le pouvoir américain dans la région de l'Asie du Pacifique. Et puis, évidemment que c'est en train de faire... c'est évidemment que ça va soulever des réactions là, des Chinois. Vous avez des troupes qui vont se diriger vers l'Australie. Et puis, vous avez aussi les États-Unis qui vont donner l'expansion à... je l'ai déjà dit, ça là, c'est une autre nouvelle qui parle de l'expansion des liens militaires avec l'Australie. Une présence militaire et puis des bases permanentes en Australie. Obama qui demande à la Chine d'agir comme un adulte. Alors, vous voyez le genre de mouvement diplomatique là, qui normalement n'a pas sa place là, hein, entre deux puissances économiques comme ça de la sorte, là, je veux dire, les deux plus grandes puissances économiques du monde. Réellement, ça n'a aucun respect. Vous voyez qu'il y a de la provocation dans l'air. Donc, on est en train là, de faire en sorte qu'on va se mettre la Chine à dos, essayer de créer une guerre froide contre la Chine et puis les appeler des ennemis et puis après ça, annuler tout simplement la dette américaine envers la Chine. C'est à peu près ça qui est en train de se préparer. Donc, le Pentagone qui appelle l'Inde et la Chine des menaces. Donc, vous voyez un peu le climat qu'on est en train d'instaurer. Hillary Clinton et ce qu'on appelle le New American Pacific Century. Alors, les États-Unis ouvertement sont en train de bloquer la montée de la Chine
Donc, vous voyez un conflit qui est en train de se former aussi dans cette région-là, un agenda de guerre globale qui est en train de se préparer. Les États-Unis qui ont assuré les Philippines d'un deuxième bateau de guerre qui va être déployé dans les eaux territoriales des Philippines. Obama est en train de déclarer que là, on va mettre toute l'emphase là, sur le développement là, de cette capacité militaire là, dans la région Asie-Pacifique. C'est pas trop jojo. Écoutez, je peux pas réellement passer à côté là, cette semaine, il faut que j'en parle pareil parce que c'est dans les nouvelles d'actualité. Vous avez une gang de scientifiques, un groupe de scientifiques là, qui ont publié une recherche qu'ils ont faite et qui ont créé un virus là, créé par l'homme, là, un virus qui pourrait potentiellement anéantir la civilisation. Là, dans une vidéo ici, on dit qu'elle pourrait tuer la moitié de l'humanité. Un super virus. On a génétiquement modifié le H5N1 qui se trouve à être la grippe aviaire et qu'on a modifié pour qu'elle soit hautement contagieuse, un virus pour qu'il soit hautement contagieux et qui est à l'origine lui hautement mortel. Donc, on est en train là, de tout simplement publier maintenant même les instructions pour savoir comment ils en sont arrivés en 12 étapes seulement pour modifier ce fameux H5N1 pour le rendre extrêmement dangereux et extrêmement contagieux. Alors des scientifiques qui sont en train de se péter les bretelles, ça a créé toute une controverse au niveau de la planète. Là, ça a été l'objet d'articles, même ici dans le Science Mag, où on apprend que justement ces scientifiques se sont amusés à modifier ce virus-là pour le rendre absolument dangereux. Là. Je veux dire, vous avez des gens comme un des scientifiques qui déclare qu'il ne peut pas penser d'un autre organisme pathogénique qui pourrait être aussi épeurant que celui-là. Là, ok? Des gens qui ont travaillé sur l'anthrax depuis des années qui dit que lui, il déclare, et je cite, « Je ne pense pas que l'anthrax est épeurante du tout à comparer à ce qu'on vient de créer. » Là, écoutez, là, donc, on est en train de vous faire peur avec la grippe aviaire, avec des épidémies et ainsi de suite, et puis on crée en laboratoire des versions de ces virus-là absolument dévastateurs, des tueurs qui pourraient potentiellement tuer une bonne fraction de l'humanité. Là, je veux dire, le H5N1 qui a un taux de mortalité d'environ 50%. Là. Donc, évidemment, c'est des chiffres là, qui restent à ajuster parce qu'il y a potentiellement des cas qui n'ont jamais été déclarés, dont ceux qui ne sont pas mortels. Donc, peut-être qu'il est un peu plus bas que ça, mais en tout cas, un très haut taux de mortalité. Donc, des recherches comme ça qui appartiennent au domaine du bioterrorisme, si vous voulez. Je veux dire, écoutez, apparemment qu'on essaie de faire des trucs là pour essayer de comprendre ce qui pourrait arriver, pour peut-être se prémunir d'une telle attaque, mais on crée le virus, je veux dire, on crée la bébite, je veux dire, un monstre absolument incroyable. Donc, il faudrait savoir qui a financé ce travail-là aussi. Là. Je veux dire, c'est qui les malades mentales qui financent des affaires comme ça? Donc, voilà, donc je vais revenir là-dessus anyway, plus en détail la semaine prochaine, là, les dossiers de la santé, là, des vaccins, des trucs comme ça, il faudrait vraiment que je s'en parle. Le temps avance et puis il nous reste que 2 semaines, alors on va essayer de couvrir le plus de trucs possible. Il y a tout un autre dossier qui vient d'éclater aussi cette semaine à la venue d'ailleurs du prochain sommet, le sommet climatique des Nations Unies qui va avoir lieu, en fait qui commence aujourd'hui en Afrique du Sud à Durban. Alors, vous vous rappelez la dernière qu'il y a eu, si je me rappelais bien, c'était à Copenhague, et puis on avait eu ces fameux courriels qui avaient été mis à jour. On voyait plusieurs échanges entre les sommités à la tête là, du GIEC et puis ceux qui sont très impliqués dans ce mouvement, là, en fait, dans cette fameuse histoire du réchauffement climatique causé par l'homme, là, supposément causé par l'homme. Et on avait eu droit à toute une quantité incroyable de courriels là, qui montraient justement toutes ces tentatives là, de dissimuler les hausses, en fait les baisses de température. On voyait que les hausses de température n'étaient pas aussi élevées qu'on le disait. Vous avez une quantité de prédictions. En fait, c'est pas toutes les prédictions qui ont été faites par le GIEC qui se sont avérées fausses. Ainsi de suite, là, je veux dire, écoutez, on a vraiment là des preuves depuis ce temps-là que, je veux dire, on a vraiment une collusion incroyable dans différents centres de recherche climatique, là, autant à l'université de East Anglia qu'ailleurs aux États-Unis et puis au sein du GIEC, qui montre qu'on a de façon frauduleuse
manipuler la science pour lui faire dire ce qu'on voulait. Donc, on s'est rendu compte assez évidemment là, il y avait un agenda politique derrière ça, un agenda de collusion aussi, de vouloir profiter de différentes peurs pour générer des profits, soit des marchés d'échange du carbone ou de supposées fausses technologies vertes, comme les fameux bulbes fluorescents qui sont plus toxiques que les bulbes incandescents qu'on veut bannir. Euh, Donc, ben écoutez, à l'avenue de ce prochain sommet, ben écoutez, on a d'autres de ces courriels qui ont été relâchés, qui ont été rendus publics, qui proviennent des serveurs du CRU, et puis qui viennent de la même personne, de groupe de personnes qui sont responsables pour cette fuite qu'on avait eue en 2009 et qui ont été relâchés juste à la venue de ce sommet là, qui commence aujourd'hui même pour le climat des Nations Unies en Afrique du Sud. Alors, on apprend que l'université britannique à laquelle on a volé ces fameux courriels ont couvert plusieurs controverses comme ça qui montrent justement des brèches là, dans la confiance qu'on peut avoir, des conversations qui ont eu lieu. C'est plus de 500 courriels là, qui ont été relâchés, qui apparaissent être authentiques. Et puis on voit que vous avez des scientifiques là liés à cette entreprise frauduleuse là, du réchauffement climatique qui ont eu collusion avec des officiels du gouvernement pour cacher des recherches qui ne fitaient pas tout simplement avec la vision apocalyptique du réchauffement climatique. Alors, vous avez des scientifiques, on voit que c'est révélé parmi ces fameux courriels-là, ils ont effacé des évidences qui auraient causé des doutes sur les avancées qu'on faisait par rapport au fait que le changement climatique était causé par l'homme. Euh, donc, écoutez, toutes sortes de trucs comme ça, j'en marquerai pas plus là-dedans, là. Je veux dire, je vais vous laisser avec plusieurs liens comme ça pour que vous puissiez explorer ça par vous-même. Mais il fallait absolument qu'on en parle cette semaine parce que c'est tout chaud. Et puis, c'est d'ailleurs cette semaine que se réunissent les gens là en Afrique du Sud pour parler de cette fameuse hystérie débile là, du réchauffement climatique causé par l'homme, alors que les changements climatiques sont totalement, en tout cas, principalement naturels. Hein? Donc, faut le dire. Alors, donc, écoutez, plusieurs trucs comme ça. Donc, voilà pour cette histoire. On y reviendra dans le futur. Je vous avais dit, il y avait plusieurs informations importantes là, dans ce dossier-là, mais écoutez, l'actualité est tellement prenante de ces temps-ci qu'on n'a pas le temps de s'arrêter à des dossiers plus secondaires comme le réchauffement climatique. Ce n'est plus ben, je crois qu'il n'y a plus grand monde qui croit à ça d'ailleurs, là. Vous voyez, selon les sondages, là, autant en Europe qu'aux États-Unis, là, les gens ne croient plus beaucoup à ça. Et puis, ce qui est révélé dans plusieurs de ces courriels-là, vous allez voir, c'est écrit noir sur blanc. Là, c'est eux autres mêmes, là, ces gens-là qui écrivent ces courriels-là. Là. C'est écrit noir sur blanc. Là. On a essayé, c'est confirmé. Là, vous avez des gens très haut placés là-dedans. Tu sais, vous saviez là, de ce fameux bâton de hockey qu'on appelait le hockey stick. Là, vous voyez la fameuse courbe catastrophique là, apparemment du réchauffement climatique là, des dernières décennies. Eh ben, pour que cette histoire-là puisse avoir un certain sens, il a fallu cacher ce qu'on appelle l'optimum climatique médiéval, ou qui est parfois appelé le réchauffement climatique de l'an 1000, qui est une période d'un climat inhabituellement chaud, localisé sur les régions de l'Atlantique Nord et ayant duré du 10e siècle jusqu'au 14e siècle approximativement. Donc, ce qui arrive, c'est que durant cette période-là, au début du premier millénaire, ben, on a eu des températures beaucoup plus chaudes et des taux de CO2 beaucoup plus élevés qu'on a actuellement. Et puis, ça vient tout détruire justement cette hystérie là, du climat qui se réchauffe de façon normalement, alors que c'est normal, ça s'est même déjà produit dans des proportions pas mal plus intenses. Là. Il y en a environ 1000 ans que présentement. D'ailleurs, en tout cas, ils seront peut-être pas tout en lien cette semaine, là, mais ça fait partie de tout mon imposant dossier que j'ai avec toutes les sources des données satellites qu'on a. Je veux dire, c'est des données là qu'on a là, je veux dire, qui sont pas soumises au jugement humain ou à l'opinion. Là, c'est des données satellites. Depuis les 10 dernières années, on a mesuré un léger abaissement des océans là au niveau global. Donc, on n'a même pas d'océan qui monte. Même affaire pour la température, globalement, au bout de la décennie, là, la dernière décennie, on arrive en bout de ligne avec finalement là
un coefficient quasiment de zéro, là. Donc ça c'est ni refroidi ni réchauffé, là, même légèrement refroidi. Vous avez ici une liste partielle des glaciers qui sont en croissance dans le monde. Je vous laisse un lien par rapport à ça. Donc, c'est ça un peu là, que cette Climate Gate qu'on appelle en anglais 2.0, nouvelle partie numéro 2 qui est en train d'éclater à la figure des réchauffistes. Et on voit clairement comment on a essayé d'effacer 300 ans de réchauffement climatique qui est vraiment pas pratique pour ceux qui voudraient nous faire croire que c'est causé par l'homme. Donc, c'est évidemment très difficile à effacer 300 ans de réchauffement dans le Groenland. Donc, allez voir ça. Vous avez les chartes, vous avez tout ce que vous avez. Vous avez les courriels qui prouvent justement que les données scientifiques ont été manipulées pour vendre un agenda politique et pour en profiter énormément. OK, donc nous on roule, on continue rapidement. Écoutez, Pakistan, OK, attaquons le Pakistan. Bon, ben là, vous avez une grosse bourde qui a été commise par l'OTAN. Écoutez, ça c'est très grosse nouvelle cette semaine, ça va bardasser aussi. Pas le choix d'en parler. Vous avez l'OTAN, les hélicoptères de l'OTAN qui ont tué, je crois que le chiffre officiel, c'est 24 Pakistanais, des troupes militaires pakistanaises. Alors, ça a été rapporté par différents médias, dont ici MSNBC. Donc, c'est une attaque militaire dans le nord-ouest du Pakistan que ça s'est passé samedi. Donc, il y a 2 jours. Et puis, écoutez, là, les chiffres ont varié. Là. Ça a été dur de savoir le nombre exact de troupes, là, mais je crois que le chiffre final, là, c'est 24 troupes là, qui ont été tuées. En plein milieu de la nuit, là, je me rappelle bien, là, il n'y a personne qui bougeait, aucune attaque, aucun combat qui avait lieu dans la région. Là, tout était super tranquille. Là. Je veux dire, il y avait absolument aucun motif de vouloir larguer des bombes là, tout simplement. Là. Donc, c'est un désastre total. C'est vraiment un accident absolument déplorable. Là. Je veux dire, écoutez, en plus que vous devez comprendre, c'est l'OTAN qui est en train de larguer des bombes au Pakistan. Je veux dire, voyons donc, là, est-ce qu'on a déclaré une guerre au Pakistan? Est-ce qu'il y a une guerre officielle au Pakistan? Là? Qu'est-ce qui se passe? Là? Je veux dire, on est en train d'attaquer un pays, là. Hein? On est en train de. Je veux dire, c'est un acte de guerre, là. On largue des bombes dessus un territoire étranger, là. Je veux dire, une nation étrangère souveraine, OK? Assez débile, là, je veux dire. Donc là, évidemment que ça a causé toute une réaction au Pakistan. Le Pakistan a coupé les routes que les Américains utilisent là, pour approvisionner les troupes américaines et puis de l'OTAN qui sont en Afghanistan. Alors évidemment que ça porte un dur coup, là, évidemment, aux Américains. Ce n'est pas tout, là, et vous devez comprendre aussi que le Pakistan va éventuellement se retirer là, des griffes des Américains, va se retirer de cette fameuse guerre contre le terrorisme. Et puis, vous devez vous rappeler que la Chine et le Pakistan ont tenu aussi des pratiques militaires un peu plus tôt ce mois-ci. Alors, on a tenu des exercices militaires conjoints entre le Pakistan et la Chine. Et puis, ben écoutez, évidemment que là, vous devez prendre ça en ligne de compte là, dans tout ce qui se passe là, dans cette région-là. Là, il y a, bon, évidemment, des agents de la CIA qui ont été arrêtés un peu plus tôt, et puis par le Pakistan, et puis on se demande justement si c'était pas une attaque revanche par l'OTAN contre le Pakistan. Bon, évidemment qu'il y a toutes sortes de trucs là à se poser, des questions à se poser, sauf qu'il est assez curieux, bon, qu'on arrive là dans le pays, comme je vous dis, puis qu'on largue une bombe dans une région complètement tranquille, il se passe absolument rien. C'est difficile à croire que c'est un accident, pour vous dire bien franchement, là. Je pense que ces soldats pakistanais ont été tués dans leur lit. C'est un acte très laid, très répréhensible. Il n'y avait aucun combat dans la région, comme je vous disais. C'est un autre acte, là, c'est un assassinat. Un peu comme l'assassinat là, en carton de Bin Laden. Et puis, ben écoutez, comme je disais, les Pakistanais ont coupé les routes d'approvisionnement vers l'Afghanistan. Ce qui va évidemment mettre en danger les routes là, d'acheminement de l'héroïne. Hein? Donc, probablement que les Américains vont avoir à s'excuser puis à payer évidemment des enveloppes assez importantes là, au régime pakistanais pour ouvrir ces routes-là.
Là, vous avez l'OTAN qui a déclaré que ses troupes, ses attaques contre les troupes pakistanaises étaient de l'autodéfense. En fait, c'était de la, ils se défendaient. Hein. Imaginez, faut assez gros. C'était publié dans le Guardian en Angleterre. Alors, faut se demander un peu ce que ces gens-là à l'OTAN, c'est le haut commandement de l'OTAN. On se demande si ces gens-là ne sont pas un peu trop denses, un peu trop épais dans la tête. Là. Est-ce que à un moment donné, attaquer des troupes dans un pays étranger peut être caractérisé comme étant de l'autodéfense. Hein? Je pense que c'est un acte d'une stupidité complète et qui va probablement coûter très cher à l'OTAN et puis aux États-Unis en termes d'accès à travers le Pakistan vers l'Afghanistan. Bon, écoutez, que ça va évidemment chambranler, si vous voulez, cet engagement, cet accord cette coopération que le Pakistan a avec les États-Unis. Ça c'est un truc assez important. Vous avez aussi l'armée pakistanaise qui a averti d'une réplique dans le cas d'attaques futures de l'OTAN du même style. Alors ça vient du général de l'armée pakistanaise qui s'appelle Ashfaq Pervez Kayani, qui a fortement condamné les attaques de l'OTAN et puis qui a ordonné l'armée de faire des arrangements pour répliquer contre une attaque irresponsable du même genre qui se reproduirait. Évidemment qu'Islamabad a collectivement décidé que l'OTAN, la stupidité de l'OTAN, serait évidemment très douloureuse. Ensuite, vous avez l'Imran qui demande la fin de l'alliance dans la guerre de la terreur. Alors ça c'est évidemment un personnage aussi assez important là en Irak, en Iran. Alors lui il a déclaré que le Pakistan a déjà sacrifié plus de 40 000 personnes et puis un nombre égal de personnes qui ont été blessées et handicapées. Le Pakistan a aussi encouru des pertes de plus de 75 millions de dollars dans ce fameux bargain de la guerre contre la terreur. Et on est en train de remettre évidemment en question cette alliance qu'on a. OK? Donc vous voyez là qu'évidemment ça va brasser beaucoup là, au Pakistan par rapport à ce qui vient de se produire là. Le Pakistan vient d'ordonner aux États-Unis de libérer, de quitter une base aérienne qu'ils ont dans les 15 jours. Alors, ça a été rapporté par Press TV. Alors, vous voyez là que ça, c'est un développement assez crucial là, au Pakistan. Ensuite, il y a le cas de la Syrie qui est intimement lié à ce dossier de l'Iran où ça a continué de bouger durant la semaine qui vient de passer. Encore un autre dossier qu'on ne peut pas ignorer cette semaine. Je sais qu'on devait parler d'économie et de tout, mais ce sont des dossiers absolument chauds. Écoutez, vous avez une campagne de relations publiques pour une intervention militaire en Syrie qui a commencé. Vous avez la France qui s'y mêle maintenant. Vous avez le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, qui a laissé planer des prospects d'une intervention en Syrie. Alors, là, écoutez, on est en train de parler de corridors humanitaires, de zones humanitaires qui devraient être établies pour protéger les civils contre les abus supposés du régime de Al-Assad. Alors, on voit clairement ici des effets miroirs de ce qui s'est passé en Libye. Ça fait des semaines que je vous en parle. On est en train d'utiliser la même histoire, la même méthode qu'on a employée en Libye pour renverser le régime en Syrie et puis ensuite mener une guerre là, par détournement contre l'Iran, provoquer l'Iran, qui a d'ailleurs un pacte de défense mutuelle militaire avec la Syrie. Là, ça continue de brasser dans ce coin-là. Vous avez l'OTAN qui a dissimulé des préparations pour une action militaire contre la Syrie. Alors, vous avez un article ici là, qui parle de ça ici. On se demande pourquoi que les États-Unis, durant les 4 dernières années, n'ont pas décidé d'informer la Russie à propos des redéploiements militaires dans la région. Là, écoutez, évidemment que c'est en train d'énerver beaucoup aussi la Russie par rapport à ce qui se passe là-bas. Là. Vous avez la possibilité de l'OTAN, d'une action contre la Syrie de la part de l'OTAN qui pourrait impliquer la Russie.
qui, elle, prend le côté, si vous voulez, du gouvernement de la Syrie. Ben là, écoutez, selon des officiels familiers avec la situation, vous avez une rencontre, là, un meeting qui s'est tenu entre euh, le nouveau régime de la Libye, hein, donc le fameux Conseil traditionnel national là, qui est supporté par l'OTAN et puis les membres de ce qu'on appelle la Syrian National Council, SNC, alors le Conseil national syrien, et qui s'est terminé avec une requête pour le Conseil transitionnel national là, en Libye d'envoyer des armes à l'opposition, potentiellement même de s'impliquer encore plus dans ce truc-là. Alors, vous avez bien compris, le fameux conseil transitionnel libyen là, qu'on a mis en place, là, ce groupe de terroristes là, qu'on a supporté, financé et armé en Libye, eh ben, est sur le point de fournir des armes et puis même de s'impliquer là, dans un groupe de rébellion, peut-être même possiblement envoyer des combattants armés, des mercenaires en Syrie pour fomenter la déstabilisation de ce pays-là, puis renverser le régime de Assad. Vous avez d'ailleurs les États-Unis qui ont déployé un porte-avions le long de la côte syrienne. Alors, ça aussi, c'est un développement là, très très important, c'est le USS George H.W. Bush qui a pris position juste à l'extérieur des eaux territoriales syriennes après un déploiement près du détroit là, de Hormuz. Donc, vous avez aucune explication officielle à savoir pourquoi les États-Unis déploient un porte-avions dans cette région-là, mais évidemment qu'on est en train de spéculer que cela pourra avoir avec l'alliance de la Turquie puis de l'OTAN qui sont en train de préparer une invasion de la Syrie. Et puis de la possibilité que tout ceci soit supporté par les États-Unis pour un changement de régime. Alors, un déploiement très intéressant, particulièrement à la lumière du fait que vous avez aussi 3 bateaux de guerre russes qui ont entré dans les eaux territoriales de la Syrie, se sont stationnés là en face des côtes là, le long des côtes de la Syrie. OK, donc ça aussi, là, c'est très, très, très important. Vous avez des sources présidentielles le 21 novembre qui ont annoncé que à Damascus, là, que 3 bateaux de guerre étaient entrés dans les eaux territoriales de la Syrie à l'extérieur du port de Tartus. Donc, les sources ont aussi souligné que le bateau russe ne s'ancreraient pas au port syrien, indiquant que leur mission ne sont pas juste de montrer leurs bateaux pour le régime d'Assad, mais aussi est une opération le long de ses côtes pour résister à une intervention étrangère contre la Syrie. Alors, vous voyez un peu, c'est en train de se dessiner dans cette région-là. Une autre nouvelle ici publiée par CBS News où on apprend que un autre porte-avions CVN 77 s'est stationné pas très loin aussi de la Syrie et on a demandé les citoyens américains de quitter le pays immédiatement. Alors, vous voyez que quand on fait ça, c'est parce qu'on se prépare une attaque là imminente. OK? Donc, c'est l'ambassade américaine qui continue de demander à ses citoyens américains qui sont en Syrie de partir immédiatement alors qu'il y a encore des moyens de transport commercial qui quittent le pays. Alors, vous voyez, là, ça commence à être assez sérieux. Donc, développement important, vous avez une frégate canadienne qui se trouve là aussi, la frégate HMCS Vancouver, qui va rester dans la mer Méditerranée jusqu'en 2012. Alors, on dit que elle va prendre part à des événements de localisation, de suivi, de reportage aussi, d'abordement d'autres vaisseaux d'intérêt qu'on suspecte de terrorisme international, a annoncé le ministre de la Défense Peter MacKay. Alors, vous voyez que le Canada maintenant participe pleinement au nouvel ordre mondial. Alors que les États-Unis s'effondrent, on voit que le Canada maintenant va faire le travail sale d'Israël et puis des néocons et des hawks qui veulent la guerre. Alors voilà, alors, vous avez la Ligue arabe maintenant qui a approuvé des sanctions contre la Syrie. Alors la Ligue arabe, complètement, c'est super fantastique de voir ça. 19 des 22 membres de la Ligue arabe ont voté pour des sanctions qui incluent des restrictions sur le transport des officiels syriens.
On va geler aussi des comptes et puis des biens du gouvernement syrien. On va arrêter aussi des échanges commerciaux, ainsi de suite. Donc, vous voyez, là, on se prépare réellement là à de quoi de grave dans la région. Alors, on se demande même ce que la Ligue arabe a bien pu recevoir des pouvoirs occidentaux là, pour se fermer la gueule, voter pour une histoire pareille. Donc, on est en train de voter sur une autre zone, une no-fly zone qu'on appelle, là, une zone de restriction aérienne où on va interdire le vol. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment la même affaire qui s'est passée en Libye, en train de se passer là, contre la Syrie. C'est vraiment hallucinant. La France qui a fait allusion justement à une intervention en Syrie. Alors, je vous en ai parlé un peu plus tôt. Et puis là, vous avez le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, qui a accusé les nations occidentales de provocation politique, hein, en essayant de simplement là, de faire tout pour éviter des négociations avec le gouvernement de Assad. Donc, la France travaille avec les rebelles qui vont combattre l'armée syrienne, rapporté par Press TV. Donc, on a des conseillers militaires français qui travaillent avec des insurgés syriens qui combattent contre le gouvernement syrien. Alors, vous voyez là vraiment l'opposition qui est supposée armer du peuple, ça n'a rien à voir avec ça, c'est la même maudite affaire. C'est des rebelles, des mercenaires qu'on arme et puis qu'on envoie se battre contre le gouvernement. Puis après ça, là, le gouvernement réplique et puis après ça, on accuse ce gouvernement-là de tirer sur la foule alors que c'est pas si évident ça, c'est pas prouvé que c'est le gouvernement syrien qui tire sur la foule, c'est possiblement ces fameux mercenaires, ces grosses brutes, ces terroristes qu'on arme. Donc, voilà, plusieurs nouveaux régimes libyens qui pensent à attaquer la Syrie, va armer aussi ces fameux rebelles-là. Donc, vous voyez, là, c'est assez particulier ce qui se passe, là. Donc, plusieurs développements très, très importants en Syrie. À ne pas manquer, la Russie qui va armer la Syrie avec des missiles pour se défendre contre des attaques de l'OTAN. Donc, la Russie qui a décidé d'arrêter de jouer le Neville Chamberlain, la même affaire qu'elle a faite envers le régime nazi Hitler. Alors, la méthode d'apaisement, la tactique d'apaisement qui est terminée maintenant. Maintenant, la Russie qui vraiment là, se met dans le chemin et puis va essayer d'arrêter toute attaque de la Syrie. Donc, vous avez la Russie d'ailleurs qui va mettre des stations radar le long de sa frontière, va mettre ses troupes en alerte aussi, prêtes au combat, va préparer aussi des missiles, un système de défense qui va être dirigé vers l'Europe. Alors, vous savez, tout ce bouclier missile qu'on est en train de mettre en place contre la Russie est en train d'énerver royalement la Russie, là. On est en train de risquer une guerre avec la Russie et puis avec la Chine à propos de toutes sortes de situations, dont la Syrie aussi. Donc, ce qui est complètement le débile mental, réellement, il faut le dire, là, ceci pour avoir des conséquences absolument catastrophiques. Et réellement, là, on ne sait pas ce que ça pourrait s'arrêter, cette histoire-là. Donc, la Syrie qui tourne ses missiles vers la Turquie. Vous avez des marionnettes israéliennes contre la Syrie. Alors, encore là, on apprend que vous avez aussi Israël qui livre des armes à ces forces rebelles, ces mercenaires, ces terroristes. Donc, vous avez les États du Golfe aussi qui ont conseillé à leurs concitoyens qui sont en Syrie de quitter la Syrie. Alors donc, le Bahreïn, le Qatar, qui ont appelé leurs citoyens à quitter la Syrie. Après que les Émirats unis arabes ont fait la même affaire. Donc, voyez, là, on est en train de se préparer, là, la lumière elle clignote rouge, là, le signal d'alarme est tout là, et puis, même affaire, comme je vous disais, avec l'Iran, donc cette histoire ne tient pas debout aussi, on est en train de monter une guerre là, vous avez un ancien inspecteur qui a rejeté ce qu'on avance à propos là, de la bombe atomique iranienne et puis de ce que l'Agence internationale de l'énergie atomique a avancé dans son rapport. Il conteste ça, c'est Monsieur Denis Lenko, lui, qui dit que réellement là, il y a une sorte d'histoire qui ne fonctionne pas dans cette histoire-là. Dont, écoutez, un autre rapport ici dont on parle, là, il y a de détails, là, c'est vraiment technique, j'embarquerai pas là-dedans, là, mais c'est ce fameux scientifique-là qui explique justement
on ne peut pas produire des bombes nucléaires dans le complexe qu'on a présentement là en Iran. Et puis on parle de ces fameux détonateurs-là aussi, dont on a accusé l'Iran d'avoir. Donc on parle ici des tubes qui sont utilisés aussi là, pour produire ces explosifs-là. On parle que ces trucs-là ne peuvent pas être utilisés pour les armes nucléaires. Alors, toutes sortes de cracks qui commencent à apparaître dans toute cette histoire-là, de bombes nucléaires iraniennes qui n'existent pas. Donc, beaucoup de trucs comme ça. Les États-Unis, l'Angleterre, le Canada qui appellent à des sanctions contre la banque iranienne et puis des installations pétrochimiques. Donc, le Canada aussi, hein, vous voyez, donc on est en train de cibler l'économie iranienne. On embarque là-dedans, le Canada, vraiment, c'est fantastique. La Grande-Bretagne qui a coupé ses liens financiers avec les banques iraniennes, encore une autre déclaration de guerre économique de la part de l'Angleterre envers l'Iran. Le Parlement iranien qui a voté pour expulser les ambassadeurs britanniques en réplique de ça. Vous avez aussi le général Jovano iranien de la garde révolutionnaire qui a déclaré que l'Iran pourrait attaquer n'importe quelle partie d'Israël en réponse d'une attaque israélienne contre l'Iran. Ensuite, l'Iran qui a arrêté 12 agents de la CIA qui étaient dans le pays en train de déstabiliser, organiser des réseaux de déstabilisation et de terrorisme dans le pays. Et puis vous avez ensuite Ehud Barak, le ministre de la Défense israélienne, lui qui a déclaré, je cite, le temps est venu de bouger contre l'Iran. Alors on parle d'attaquer l'Iran ouvertement ici de la part du gouvernement israélien. Alors évidemment que eux autres, ils sont prêts à la guerre, sont tout joyeux, en autant que les Américains soient entre les deux. Donc, vous savez que les soldats américains sont en plein chemin là, de la réplique iranienne dans le cas d'une attaque israélienne. Donc, c'est eux autres qui vont se prendre toute la réplique iranienne dans la gueule et puis les missiles israéliens dans la gueule aussi. Une douzaine d'espions américains ont été capturés au Liban puis en Iran. Alors, la Russie qui menace d'utiliser des armes nucléaires. Alors ça, selon les agences de nouvelles russes, vous avez Makarov qui a déclaré que sous certaines conditions locales et régionales de conflits qui pourraient se développer dans une guerre à grande échelle, incluant des armes nucléaires, pourraient prendre place dans la région. Alors, on dit que il y a une possibilité que des conflits armés locaux le long de la frontière pourrait prendre de l'ampleur et puis dégénérer dans un conflit nucléaire. Alors réellement, là, c'est à ce prospect qu'on fait face. Vous avez Medvedev qui a déclaré que la Russie pourrait cibler avec ses missiles différents sites. On parle de différents sites autant là en Europe qu'ailleurs. Alors, vous voyez, là, ça commence à basser énormément. Là. Donc, vous avez le gros ours russe là, qui est en train de se réveiller, qui est de retour sur la scène géopolitique. La Russie qui réellement là est en train de se remettre sur pied. Très très gros dossier concernant ceci. Alors on poursuit, je vous le dis, les nouvelles comme ça, c'est il y en a des très importantes cette semaine, donc je continue, je roule. Merci à Stéphane qui va découper l'émission en émissions selon, c'est-à-dire en thème, là, l'émission va être découpée en thème. Donc vous aurez le temps là, d'écouter ça tranquillement, de la réécouter. Là, je vous déballe ça réellement rapidement, mais c'est vraiment pour attirer votre attention sur ces nouvelles qui sont absolument phénoménales et puis absolument importantes. Donc on ne peut pas passer à côté. En Libye, il y en a de ces nouvelles absolument renversantes. Différents rapports qui viennent de sortir, autant de Eurooknet, publiés chez Eurooknet, le Independent en Angleterre. Donc, vous voyez, là, différentes agences de nouvelles comme ça qui rapportent. C'est en fait un rapport de l'ONU qui a fui, qu'on a rendu public là, involontairement, là, si on veut. C'est une fuite, là, réellement, qui révèle que la torture, les abus, toutes sortes de trucs comme ça, d'exactions, on court en réalité dans la Libye post-Kadhafi. Alors, on parle ici de milliers de personnes, incluant des femmes et des enfants, qui sont
détenus illégalement par les rebelles, les milices en Libye, selon un rapport du secrétaire général des Nations Unies. On parle de plusieurs de ces prisonniers qui souffrent de torture et puis de mauvais traitements systématiques, qui sont tenus dans des prisons privées, hors du contrôle du nouveau, c'est-à-dire c'est ça, hors du contrôle du gouvernement là, du pays. Alors, écoutez, c'est un document qui a été vu par l'Independent là, qui montre que vous avez plusieurs prisonniers politiques qui étaient détenus par le régime Kadhafi, qui ont été relâchés et que leurs places ont été prises par plus de 7000 nouveaux ennemis d'État qui sont enlevés, hein, donc des gens qui disparaissent d'un système dysfonctionnel avec aucun recours à la loi. Alors, vous voyez, c'est assez incroyable. Bienvenue dans la nouvelle Libye. Un rapport qui va évidemment rendre les gouvernements occidentaux très inconfortables, espérons-le, incluant la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, la France, ainsi de suite. Ok, donc, écoutez, on était là supposément avec une résolution de l'ONU pour protéger les civils d'abus du régime de Kadhafi. Et puis là, ben écoutez, on se retrouve avec une situation qui est encore pire que sous le Kadhafi. Alors peut-être que ces gens diront que c'est un petit prix à payer pour se débarrasser du dinar basé sur l'or de Kadhafi, qui en fait aurait rendu la Libye complètement indépendante et souveraine du système central des banquiers privés. Et puis de la dette, du système de l'esclavage par la dette. Donc, rapport à aller voir et c'est absolument important. Pendant ce temps-là, ben, le pétrole, il roule, lui, ça n'a pas d'allure. Il n'y a aucun problème avec ça. On prend en contrôle des ressources en Libye. Et puis, pendant ce temps-là, ben, la torture, elle a le cours. Donc, ça a été aussi rapporté par le Daily Mail, 7000 personnes détenues en Libye sous un nouveau régime de peur et de torture. Alors, un rapport remis par le secrétaire général Ban Ki-moon, très embarrassant pour les différents pays qui ont participé à cet acte de guerre et de crime contre l'humanité qui s'est passé en Libye. Donc, voilà, ça c'était les nouvelles les plus importantes concernant la Libye. Ensuite, Israël-Palestine, écoutez, les gens commencent à se rendre compte de qui est Netanyahou. Vous avez Mike Gravel, un autre ancien sénateur américain qui lui aussi déclaré que Netanyahou est un menteur. Alors voilà, c'est en train de sortir. Et puis pendant ce temps-là, ben vous avez Mahmoud Abbas qui a marqué une nouvelle ère de partenariat entre le Fatah et le Hamas. Alors, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a risqué la perte de plusieurs centaines de millions de dollars d'aide américaine, alors qu'il a annoncé un nouveau partenariat avec le Hamas. Alors, évidemment que Israël n'aimera vraiment pas que les Palestiniens s'unissent. Alors, on va essayer tout ce qui est possible pour essayer de les diviser et puis leur faire manger bien de la misère. Alors, vous avez d'ailleurs un ministre israélien qui a simplement déclaré qu'on va annuler toutes les négociations futures avec les Palestiniens. On menace de couper l'eau et l'électricité dans la bande de Gaza. Alors oui, réellement, là, ça on appelle ça punition collective. C'est un crime contre l'humanité, soit disant en passant. Alors, Israël qui a menacé de couper l'eau courante et l'électricité à la bande de Gaza. Parce que là, écoutez, on est bien inquiet de ces deux mouvements rivaux palestiniens qui se sont unis, le Fatah et le Hamas, qui s'unissent dans un gouvernement. Alors, on n'aime vraiment pas ça. Donc, vous avez Israël aussi qui a décidé de garder maintenant aussi les fonds de l'autorité palestinienne. Alors, on va retenir une tranche de 100 millions de dollars de revenus de taxes et d'impôts qui ont maintenant été gelés par Israël. Alors, on ne va pas transférer cet argent-là aux Palestiniens. Et puis, une nouvelle ici dans Rouknet qui valait la peine d'être lue aussi. Vous avez le révérend Alan Bozak qui a appelé l'apartheid israélien plus terrifiant que celui
que l'Afrique du Sud a pu jamais être. Alors, vous voyez, là, c'est quand même assez incroyable là, quand vous avez des révérends là, sud-africains là, qui caractérisent l'apartheid, les politiques en fait de l'apartheid israélien comme étant pire que ce qu'ils ont enduré en Afrique du Sud. Alors ces gens-là, ils ont vécu l'apartheid en Afrique du Sud. Là. Okay? C'est pas des gens qui parlent à travers leur chapeau. Là. Alors quand ces gens disent que l'apartheid israélien est pire que ce qu'ils ont vécu en Afrique du Sud, alors vous devez comprendre que l'apartheid israélien est pas mal grave. Je vais terminer avec deux, trois dernières petites nouvelles concernant là, Israël-Palestine. Vous avez ici un groupe israélien de l'extrême droite qui ont créé un petit livre qui liste des business, des compagnies qui emploient des Palestiniens. Alors ça, c'est un petit-fils d'un rabbin qui est décédé. Alors lui, il écrit un petit livre là, pour avertir les gens là, de protester contre et puis de boycotter les compagnies en Israël qui emploient des Palestiniens. Alors, non, j'imagine que ça n'a rien à voir avec le racisme contre les Palestiniens. Non, non, ces Israéliens-là ne sont pas racistes du tout. Mais par contre, ne soyez pas des antisémites, hein? Alors, voyez un peu les doubles standards de ces gens-là, là, quand même, là, c'est assez incroyable. Écoutez, vous avez un chef militaire israélien qui appelle pour une invasion majeure de la bande de Gaza. Ici, vous avez une nouvelle absolument renversante. C'est avec ça que je vais terminer là, le dossier Israël-Palestine cette semaine. Là. Ça a été publié par Uruknet. Et puis, tenez-vous bien, là, écoutez, vous savez, dans cette fameuse dépêche là, pour partir en guerre contre l'Iran, là, avec les supposés mots d'Ahmadinejad qui sont une mauvaise traduction. Là, ça a été bien établi. Là, ça a été vraiment une mauvaise traduction. Ahmadinejad, le président là, de l'Iran, jamais déclaré qu'il voulait rayer Israël de la carte. Mais en fait, il disait qu'Israël était pour être rayé des pages de l'histoire. Ok? Alors, ce qui n'a absolument rien à voir, là, il n'a jamais fait allusion avec une annihilation là, physique d'Israël. Ok? Alors que pendant ce temps-là, ben vous avez Netanyahou, lui, qui a déclaré, ça a été publié, et puis c'est une intention ouverte de laver, de tout simplement nettoyer les Palestiniens de la carte jusqu'à temps qu'il n'en reste plus un, et puis ceci n'a retenu aucune publicité dans les médias de l'Ouest. La source est impeccable, ça vient de la plateforme politique du Likoud. Imaginez, c'est présenté sur le site internet du Knesset. Ok, ça c'est le gouvernement israélien. C'est le site du gouvernement israélien sur la plateforme politique du Likoud qui est au pouvoir en ce moment. Ok? Ceci devrait être une lecture obligatoire, absolument obligatoire pour n'importe qui, hein, qui pense que finalement les gens qui sont en place là au pouvoir en Israël sont des gens là, qui ont quoi que ce soit à voir avec la paix. Hein. Ça n'a absolument rien à voir avec la paix. Là. Il va être absolument temps qu'on réalise là, ce qui se passe. Ok? Donc ici on dit une citation de Jordan Valley and the territories that dominate it shall be under Israeli sovereignty. Okay, là on dit que la rivière du Jourdain devrait être la frontière à l'est permanente de l'État d'Israël. On parle d'État du Grand Israël ouvertement ici. Okay? On dit que le Likoud déclare que toute la bande de la Cisjordanie devrait appartenir à Israël. Donc, un article absolument là important, allez voir, on parle de Jérusalem qui devrait être prise au complet aussi, devrait être unifiée comme capitale de l'État d'Israël, alors que c'était dans les conditions là, de la création de l'État d'Israël en 1949 de l'ONU, que Jérusalem devait être sous l'égide de l'ONU, et puis une ville séparée entre les chrétiens, les musulmans et puis les juifs. Donc, voilà pour ce dossier-là aussi. Bon, mais on avance. Il nous reste deux petits trucs à aborder, l'économie puis le Japon. On va y aller avec le Japon. J'avais des nouvelles super importantes à vous livrer encore là. Je vous dis, c'est toutes des nouvelles chocs. C'est ça à chaque semaine. Je vous dis, c'est une vraie torture
d'essayer de choisir c'est quoi qui est le plus important de vous parler. Je veux dire, tout devrait être couvert et puis, étant donné que les médias de masse font tellement une mauvaise job, ben, t'es obligé de la faire ici, là. Je veux dire, on va essayer de couvrir ça le plus vite possible. Je sais, je vous garoche, je vous bombarde d'informations, mais écoutez, c'est ça que c'est une guerre d'informations. Il faut que vous sachiez ce qui se passe, ou sinon vous n'allez pas comprendre ce qui se passe autour de vous. Puis ce sont des événements majeurs. Là, dans le dossier de Fukushima, écoutez, vous avez des nouveaux rapports. Les sources, c'est Namimachi Fukushima. Ça, c'est, écoutez, c'est un média, un journal au Japon où on apporte que vous avez Namimachi, ça c'est un endroit là qui est d'environ situé en fait au-delà de 20 km de la centrale nucléaire de Fukushima qui a explosé. Là. On a découvert du sol contaminé dans cette région-là de Namimachi de 49 millions et plus de becquerels par mètre carré de césium. Qu'est-ce que ça veut dire ça en bon français? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des endroits autour de Fukushima qui sont 33 fois pires que Tchernobyl. OK? Des résultats qui ont montré qu'on a des contaminations pires à Fukushima, 33 fois pire que ce qui s'est passé à Tchernobyl. Ce qui prouve que Fukushima est quelque chose que personne n'a vu et n'a fait l'expérience dans le passé. C'est du jamais vu, là. OK? À Tchernobyl, là, on avait des zones contaminées de l'ordre d'environ 1 480 000 becquerels par mètre carré qui étaient définis comme étant les pires zones, les zones rouges, qui demandaient des évacuations obligatoires immédiates. Ben, écoutez, chers amis, on a des études qui ont été faites par les gens là-bas, des données qui ont été faites entre le 1er juin et puis le 22 novembre, des études via le ministère de l'Éducation japonais, de la culture, du sport et de la science et de la technologie, où on a découvert des taux de 760 000 becquerels par kilogramme, ce qui est égal à 49 400 000 becquerels par mètre carré de césium radioactif qui a été détecté à Namimachi, 22 km au nord-ouest de Fukushima. Alors ça, c'est pas des nouvelles importantes. Je sais pas qu'est-ce qui est important pour vous là, ou qu'est-ce qui est important pour les médias, là. Mais on se retrouve avec une situation qui est 33 fois pire que ce qui est arrivé à Tchernobyl. Mais les médias ne vous en parlent pas. L'eau contaminée de Fukushima est en train de traverser l'océan et est rendue à la date internationale de changement de date. Alors ça vient de l'Agence japonaise pour la science et la technologie marine et de terre. Alors on a annoncé que la contamination au césium du Pacifique, de l'océan Pacifique, à plus de 500 mètres de profondeur est en train de se disperser à travers le Pacifique et puis de traverser ce fameux Pacifique. Donc on est rendu à la date internationale, à la ligne internationale de changement de date là. Et ceci s'est produit environ 4 et 5 mois après l'accident. Donc ceci est arrivé à peu près là, autour du mois de juillet et puis du mois d'août. Alors, on a fait des études, des simulations, ainsi de suite. Donc voilà pour ce qui est ça. Vous avez Shinjuku à Tokyo, les troisième plus haut taux au niveau de césium, de tous les tests là, qu'on a fait à travers le Japon. On a trouvé aussi des retombées radioactives à plus de 1200 km, 1700 km ici à Okinawa. Écoutez, là, des retombées là, un peu partout finalement à travers le Japon. Là. Réellement là, inquiétant là, de voir ça. Là. C'est vraiment partout, du césium 134 ici. Bon, écoutez, là, comme je vous dis, là, ça s'en vient à une situation des plus catastrophiques, puis plus c'est plus catastrophique, moins on en parle. Vous avez un architecte aussi du réacteur numéro 3 à Daiichi, à Fukushima, là, ancien président de l'université de Saga qui a été interviewé lui aussi durant le mois de novembre, le 17 novembre, et qui dans cette interview a admis que les explications de TEPCO ne font aucun sens et que ce qu'on appelle le China Syndrome, le syndrome de Chine, est inévitable, c'est-à-dire que, écoutez, ça fait à peu près 8 mois là, qui se sont passés là.
et puis qu'on n'a aucune amélioration là, qui s'est passée là, à Fukushima, aucune amélioration. Il est inévitable que le combustible qui a fusionné est en dehors des vaisseaux qu'on appelle ça, les contenants, là, finalement, les réacteurs, est en train de s'introduire dans le sol et est en train de, évidemment, va éventuellement atteindre des veines d'eau souterraine, et ce qui pourrait causer une contamination de l'eau souterraine, évidemment une contamination du sol et aussi de l'océan. Et puis, encore plus grave, c'est que si une de ces veines d'eau continue et pourrait être finalement chauffée pendant un long moment, on pourrait assister à ce qu'on appelle une explosion hydrovolcanique. Et allez, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait causer. Et écoutez, on parle d'autres tremblements de terre aussi qui ont frappé le Japon, donc vous voyez, là, ça va vraiment pas bien là-bas. Vous avez des travailleurs de Fukushima qui disent on n'a absolument rien qui reste à faire, là, il n'y a absolument rien, zéro idée, zéro plan sur comment gérer les fuites des réacteurs. Alors, on dit que TEPCO commence même à réduire le nombre de travailleurs sur la centrale. Ouais, c'est assez particulier. Des taux de radiation, 700 millisieverts par heure, des robots qui cessent de fonctionner. Vous avez toutes sortes de situations comme ça qui continuent là. Les TEPCO, des substances radioactives de Fukushima. Ici, on a testé encore là des grandes quantités de césium, 235 000 becquerels de césium par kilogramme de blé qu'on a détecté, des niveaux qui mettraient les zones de Tchernobyl là, je veux dire, bien au-dessus de Tchernobyl là. OK, des trucs là, comme je vous disais, qui requéraient des migrations, des évacuations obligatoires immédiates à Tchernobyl. On retrouve des zones encore plus contaminées à Fukushima et puis ailleurs au Japon, puis les gens sont encore dans ces zones-là. Donc voilà pour ce qui est du dossier de Fukushima. Donc nous, on arrive encore une fois à la fin de l'émission sans avoir parlé de l'économie, ce qui est vraiment très dommage, très dommage. Je vais vous en shooter quelques-unes avant la fin de l'émission, mais il faut encore là, je veux dire, revenir à ce dossier-là. Dans le futur, on va essayer durant les 2 dernières semaines, je fais plus de promesses, de toute façon, vous voyez qu'est-ce que ça a l'air à chaque émission, là, c'est une course effrénée, là, de bombardement de nouvelles, mais comme vous voyez, c'est pas des nouvelles inutiles et puis anodines. Écoutez, aux États-Unis, on n'a plus d'argent. Vous avez ce fameux candidat présidentiel républicain Mitt Romney, lui, qui a suggéré qu'on coupe dans la santé et dans les soins des Américains les plus pauvres pour financer le département de la Défense. Alors, ça vous donne un peu une idée là, de la mentalité de ces gens-là. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Des nouvelles assez renversantes cette semaine. On apprend que le marché des produits dérivés a atteint les 700 trillions de dollars. Donc attendez un peu, là, centaines de mille, millions, millions, trillions. Donc c'est bien ça. Écoutez, ces fameux produits des marchés dérivés qui ont fait perdre énormément d'argent à plusieurs pays, plusieurs économies, plusieurs banques, même des fonds de pension comme ici au Québec, les fonds de comment on appelle ça, les fonds de retraite et de mon Dieu, je suis en train d'oublier le nom, là. La caisse de dépôt et de placement. Bon, je suis en train de m'en rappeler. Là. Donc, on a perdu 40 millions là-dedans. Donc, vous voyez, c'est ce qui entraîne la chute de l'économie mondiale. Et puis, c'est finalement le grand casino pour les banques et puis les banquiers privés, les financiers. Et puis après ça, un coup qu'ils ont tout perdu, apparemment que c'est nous qu'il faudrait payer pour eux autres avec des mesures d'austérité. Et puis, vous voyez que le grand casino continue de prendre de l'ampleur. Ce truc-là, écoutez, a gonflé d'une centaine de trillions de dollars là, ces derniers temps. Donc, vous avez la Banque des règlements internationaux qui a rapporté un nombre absolument faramineux, comme je vous dis, absolument paradoxal, parce que c'est le plus gros nombre à jamais avoir été rapporté dans le monde financier. Le nombre en question est de 707 trillions de dollars et représente le montant total de tout ce qui est le marché des produits dérivés complètement non régulés, rapporté par une institution financière la plus importante. En fait, c'est la Banque centrale des banques centrales. Et on remarque une activité accrue, justement,
dans la première moitié de 2011. Ensuite, aux États-Unis, ben, on parle de la plus grande banqueroute, excusez-moi, des municipalités. OK, donc ça aussi, là, ça vous va bien. De toute l'histoire des États-Unis, vous avez plusieurs municipalités aux États-Unis qui ne sont plus capables de payer. Écoutez, vous avez des municipalités aux États-Unis là où on a tout simplement coupé l'électricité dans les rues. On a même mis des professeurs puis des services de police au complet à la porte parce qu'on n'a plus l'argent pour payer. Vous avez toutes sortes de municipalités qui sont dans le rouge financier là, de milliards de dollars. Vous avez le Crédit Suisse aussi qui on prédit là, la fin de l'euro et puis une course bancaire, là, c'est-à-dire les gens là qui une ruée bancaire comme on appelle là, une bank run là, en anglais, où les gens se ruent à la banque pour retirer leur argent. Vous avez plusieurs indices de ça qui courent. Vous avez en tout cas une chose certaine, c'est que vous avez les mieux nantis, les riches, les millionnaires, autant en Europe qu'aux États-Unis, qui sont en train de retirer leur argent des milieux financiers, des banques et la convertir autant en propriété physique, en or, métaux précieux, ainsi de suite. Vous avez les banquiers qui sont en train de prendre contrôle de l'Europe, Goldman Sachs qui est en train de prendre contrôle de ces pays-là. Vous avez l'Allemagne qui a eu bien de la misère à vendre ses bons du Trésor cette semaine. Ça a fait bien dur. Vous avez les cotes, les notations des dettes de plusieurs pays qui ont été rabaissées cette semaine, dont la Hongrie, l'Italie aussi. Donc, vous avez évidemment les taux d'emprunt maintenant qui augmentent de façon catastrophique. Ça va coûter des milliards de plus à ces pays-là pour emprunter de l'argent puis financer leurs dettes existantes. Vous avez la Standard & Poor's qui a baissé les notations de crédit de la Belgique. La Dow, la Standard & Poor's ont fait la même affaire. Écoutez, on parle ici des taux, là, c'est-à-dire le prix du stock market là, qui baisse sans cesse. Là, je veux dire, vous avez des chutes là, dessus les marchés boursiers, autant à New York à Londres. Ensuite, vous avez une crise de liquidité en Europe ici qui a un chiffre, ici on parle de 30 trillions de dollars selon Sarkozy, un article du Examiner.com. C'est Olivier Sarkozy, le frère de Nicolas Sarkozy, lui qui est la tête du Carlyle Financial Group, qui a parlé sur CNBC et qui a parlé justement des coûts de la crise de liquidité qui est en train de prendre l'Europe de cours, et puis on parle ici du montant total de plus de 30 trillions de dollars qui est la dette en réalité là, qui concerne la zone euro au complet. Donc si vous voulez stabiliser ce 30 trillions de dollars là, selon M. Sarkozy, Olivier Sarkozy, il dit que ce que vous avez besoin, c'est au moins 2,1 trillions de dollars et probablement plus pour venir en aide à cette fameuse zone européenne qui est en train de s'écrouler. Alors, vous imaginez les chiffres absolument spectaculaires auxquels on assiste. Ben écoutez, vous avez Moody's qui menace de baisser la cote aussi des États-Unis. Ensuite, vous avez l'Angleterre qui fait face à une facture de 5 milliards de dollars pour venir en aide à l'Espagne. Alors, on est en train de planifier même l'effondrement de la zone européenne. Vous avez le gouvernement britannique qui est en train de se préparer pour une plus grande défaut sur la dette de l'histoire. Et puis, en fait, la séparation, la cassure carrément du bloc européen. Vous avez, écoutez bien ça, là, vous avez l'Allemagne qui a commencé à réimprimer des marques. OK, il se prépare à la chute de l'euro, là, OK? Donc, vous voyez, là, réellement, là, c'est ce qui nous pend au bout du nez. Le Portugal qui a mangé une claque aussi, qui a vu finalement sa cotation être coté par différentes agences de notation comme étant des ordures, tout simplement. Là, réellement, là, on est en train on l'a renommé BBB-, à BB+, là, OK, là, ce qui est très, très, très mauvais, là. Donc, c'est comme ça que les banquiers nous tiennent par les couilles. Grève générale au Portugal, évidemment. On se prépare à des menaces assez importantes en Europe. Ça a été même annoncé par des différents ministres, là. Donc, autant là
en Grande-Bretagne, en Espagne qu'en Italie, dans l'éventualité de l'effondrement de la zone européenne. Et puis vous avez le Venezuela, lui, qui ramène à la maison ses réserves d'or. Alors vous avez des métaux précieux là, qui sont en train de rentrer. On a rapatrié plus de 160 tonnes d'or, valant plus de 11 milliards de dollars. Alors vous voyez différents mouvements comme ça. Alors, vous voyez que les pays se préparent et puis ce n'est pas les seuls. Vous avez la Russie aussi qui officiellement a ajouté plus de 19,5 tonnes à sa réserve d'or en octobre seulement. Alors, vous voyez là, les banques centrales qui se préparent de quoi de très gros en ce moment. Donc, voilà. Donc, c'est pas mal tout. La dette, la contagion de la dette s'effondre, se répand partout à la zone européenne et américaine. Les banques respectivement européennes et américaines sont exposées l'une à l'autre à leur dette. C'est un effet domino. Dès qu'il y en a une qui part, toutes les autres vont suivre. C'est tout simplement ça qui est en train de se passer. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. On va continuer un peu plus en détail la semaine prochaine, anyway, dans ce dossier-là. Donc, en attendant, ben moi, je vous souhaite une bonne semaine. Gardez le moral malgré tout quand même. Là, je veux dire, c'est sûr que ça brasse, mais c'est ça qui est ça. Il faut savoir ce qui se passe, puis on se prépare en conséquence. Donc, moi, je vous salue bien bas. C'était François Marchand pour l'autre monde. Ciao tout le monde. Bye bye.